Bonjour à tous bienvenue. Donc, au nom du secrétariat à la condition féminine, du Fonds de recherche du Québec Nature et technologie et du Fonds de recherche du Québec Société et culture, partenaires dans cette action concertée. Donc, c'est un réel plaisir de vous accueillir en grand nombre, déjà ici dans les bureaux de Québec des fonds de recherche, ainsi qu'en web diffusion. Donc, on aborde aujourd'hui les thèmes de l'emploi, précisément des femmes en emploi, de la rétention des femmes dans ces emplois où les hommes ont longtemps formé la majorité des travailleurs. Alors, donc, autant de personnes intéressées, donc, qui est une indication claire là, que le sujet d'aujourd'hui et les résultats de cette étude, oui, vous interpellent et répondent à un besoin. Alors, je me présente, je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au Fonds de recherche Société et culture, donc en charge de l'animation de l'activité d'aujourd'hui. Je suis accompagnée à distance de ma collègue Gabriela Birsan, qui est à Montréal, technicienne aux communications et principale organisatrice de cette journée. Vous avez d'ailleurs reçu des communications de sa part. Je vous annonce en entrée de jeu qu'elle vous sollicitera à la suite de cette activité afin de répondre à un bref sondage. Et donc, j'en profite pour la remercier de son soutien. Je souhaiterais aussi souligner les présences de mes collègues, Mesdames Fanny Eugène, qui est conseillère stratégique à la direction scientifique du Fonds de recherche nature et technologie, également conseillère en équité, diversité et inclusion pour les fonds de recherche du Québec, ainsi que Nathalie Roy, qui est coordonnatrice aux actions concertées au FRQSC, qui donc, pour la période de questions, à la fin de la présentation, agiront à titre de modératrice. Voilà. Enfin, le Fonds tient à remercier le secrétariat à la condition féminine, tout particulièrement Mme Karine Boutin pour son soutien tout au long du processus, en fait, tout au long de la vie de cette action concertée. Un mot sur le programme des actions concertées au FRQSC. Alors, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la mission de notre organisme, celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans le secteur des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleurs étudiants et étudiantes, chercheuses et chercheurs du Québec. Donc, en se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires, tels que le secrétariat à la condition féminine, s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Donc, dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins des partenaires, utilisateurs des résultats, ce qui permet de produire des recherches directement en lien avec les besoins des milieux. Enfin, les partenaires qui s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est donc à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2014 sur la question de la progression et la rétention des femmes dans les professions et métiers réservés d'abord aux hommes, projet proposé par le secrétariat à la condition féminine, le Fonds Nature et technologie, et le Fonds Société et culture. Donc, et d'un processus d'évaluation rigoureux que Mme Sophie Brière et son équipe ont été choisis pour mener à bien ce projet. Alors, Mme Brière est professeure titulaire au département de management de l'Université Laval et titulaire également de la chaire de leadership en enseignement femmes et organisations. Alors, aujourd'hui, Mme Brière vient partager ses découvertes et présenter les différentes pratiques organisationnelles implantées ou souhaitables pour favoriser la rétention des femmes au sein des divers milieux de travail au Québec. Conséquemment, donc, vous fournir certaines réponses ou pistes d'action qui pourraient influencer les pratiques, et, vos réflexions, vos pratiques.
Si vous le permettez, Madame Brière, avant de commencer, je souhaiterais juste fournir quelques précisions sur le déroulement de la rencontre, d'ordre, je dirais, technique. Donc, Madame Brière dispose de 45 minutes pour présenter le projet, les principaux résultats et ainsi que sa lecture de ce que signifient ces résultats pour les différents acteurs interpellés. Suivra une période de questions d'environ 20 minutes. Et je vous rappelle que l'utilisation de la web diffusion dans le contexte d'une activité de transfert permet aux personnes qui sont branchées à distance de nous envoyer des commentaires et des questions en temps réel pour que nous puissions en fait vous les relayer pendant cette période de questions. Donc, j'invite toutes les personnes présentes et en web, donc tout au long de la présentation, de tous les résultats en fait qui vous interpellent, qui correspondent à des besoins dans vos milieux, donc, et qui ont une résonance dans vos pratiques, de ne pas hésiter à les communiquer en fait en temps réel à Mesdames Roy et Eugène pour qu'on puisse procéder là, aux échanges à la fin de la présentation. Donc, elles seront à ce moment-là vos porte-voix. Et comme je vous l'indiquais précédemment, donc après la tenue de l'activité, vous recevrez un sondage par courriel pour recueillir vos commentaires et connaître votre appréciation afin d'améliorer notamment nos processus. Et le rapport final est déjà en ligne, donc maintenant c'est à vous. Pardon? Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, mais libre à vous aussi de le diffuser dans vos milieux. Et voilà. Donc, j'invite les personnes aussi en web diffusion là, à mettre les objets nomades en mode de vibration. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Brière. Merci beaucoup. Alors, on m'entend bien. Bien, merci à vous pour la présentation. Merci à tout le monde d'être là autour de la table, puis en web diffusion. J'ai beaucoup de gens que je connais, des gens qui ont travaillé au projet, donc je vais le mentionner tout à l'heure, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, je suis la porte-parole de l'équipe, mais j'ai des membres qui sont ici. Donc, il y a des professeurs qui ont travaillé avec nous, des étudiants, j'ai des partenaires de la recherche aussi. Je remercie les gens du comité, je sais si c'était le comité scientifique ou du fonds, en tout cas, qui sont là depuis le début. C'est vraiment le fun. Je me disais, on a vraiment 4 ans, c'est quand même quelque chose, d'avoir été ensemble. Donc, ils ont donné nous ont donné des conseils tout au long de ce projet de recherche-là. Donc, merci d'être là. Puis ceux qui c'est pour la première fois que vous entendez la présentation, bien, je suis vraiment contente de vous voir. Ça fait plusieurs fois qu'on présente le rapport. Je pense que là, c'est l'aboutissement de 4 années, mais on a fait beaucoup d'activités de transfert, que ce soit dans les milieux, des milieux partenaires de notre recherche ou lors de conférences. Donc, mais c'est un sujet qui me passionne, qui nous passionne, et puis j'espère en tout cas qu'on le partagera avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai même fait ajouter, là, je parle beaucoup en général, mais je vais essayer de me restreindre un peu pour vous donner la parole. On a ajouté un 5 minutes, là, on avait dit 15 minutes, peut-être 20 minutes de questions. J'aimerais vraiment avoir vos points de vue, vos questions. Il y a même des gens qui m'ont écrit cet été parce que le lancement a été reporté. Ça devait être en juin durant le G7. Il y a des gens qui m'avaient déjà proposé des questions. Donc, je me dis, là, je vois vraiment où sont les intérêts par rapport à ça. Donc, j'espère tout à l'heure qu'on aura une bonne discussion à ce niveau-là. Donc, alors voilà pour la présentation. Donc, je vais y aller tout de suite avec l'équipe, donc pour moi qui est très, très importante. Donc, c'est vraiment une recherche qui est multidisciplinaire, comparative et tout ça. Et dès le départ, ça a été très important dans ce projet de recherche-là de m'associer à des professeurs parce que, comme vous allez le voir, nous avons œuvré dans 6 secteurs d'intervention. Donc, moi, je n'avais pas la connaissance de tous ces secteurs-là et je n'avais pas aussi toute la connaissance des organisations qui étaient dans ce secteur-là parce que vous allez le voir, c'est une recherche qualitative, c'est une recherche terrain. On a fait beaucoup d'études de cas avec les organisations qui avaient connu une progression des femmes. Donc, c'est vraiment important pour ceux qui entendent parler de ce rapport-là la première fois. On est allé vraiment voir des organisations qui avaient déjà des femmes dans leur milieu. Ça pouvait varier, mais on voulait vraiment aller voir ces milieux-là pour décoder les bonnes pratiques, dans le fond. Fait que les gens nous disaient, bien, vous n'avez pas été voir la construction. Non, parce que le milieu de la construction, il y a à peu près 1 à 3 % de femmes. Donc, on se disait,
qu'est-ce qu'on va décoder à part les obstacles qui sont très intéressants, mais on voulait aller plus loin. Donc, c'est vraiment, puis c'est un peu ce que l'action concertée nous demandait aussi. Donc, c'est ça qui a guidé le choix de nos secteurs, le choix des professions, le choix des professeurs, le choix des organisations ici. Donc, vous avez la liste des professeurs. Je sais qu'il y en a qui sont ici. Marie Laflamme est ici. Les autres sont en web diffusion, ou en tout cas, tout le monde a participé depuis le début là, à ce projet-là. Et on a vraiment travaillé par secteur. Parce que moi, vous allez voir, on a fait au-delà de 300, on a fait 390, 400, on a personnes qu'on a rencontrées, donc soit des entrevues, des focus group. Donc, c'est clair, j'aurais pas fait ça tout seul. Donc, c'était vraiment le travail en équipe et puis qu'on a pu mettre ça tous ensemble en ayant des mêmes outils là, de collecte pour avoir les résultats qu'on a obtenus. Donc, le contexte, quelques mots là-dessus. Je trouve ça toujours important de le mentionner parce que c'est vrai que tout le monde me dit que ça va de mieux en mieux. Puis, il y a de plus en plus de femmes qui ont un diplôme universitaire. Et puis, j'ai déjà en droit ici, là, on a des exemples. C'est même 65, même plus. Maintenant, la faculté de droit à l'Université Laval, les femmes sont majoritaires, faculté de médecine aussi. Donc, ça, c'est vrai que ça fait partie du contexte. Et puis, les gens souvent nous disent, bon, ben, c'est réglé, là. On en a les femmes maintenant dans les universités, puis de plus en plus. Alors, il me semble que dans les organisations, avec la nouvelle génération, puis tout ça, ça va. Fait que oui, si on parle de ce prémisse-là, oui, mais quand on creuse un peu, vous allez voir que parfois, oui, ça donne des bons résultats au niveau du milieu de travail, mais parfois, les écarts, on les retrouve vraiment au niveau du milieu du travail. Donc, alors, il y a des écarts qui persistent et vous allez le voir au niveau des salaires, des postes de décision, des choix de spécialisation pour les femmes médecins. Donc, je reviendrai peut-être pour chaque profession tout à l'heure rapidement. Puis, si vous avez des questions pour redonner des chiffres plus précis. Il y a une autre réalité aussi, par exemple, les femmes ingénieurs. On en parle beaucoup ici au FRQSC. Je sais, on a un projet qui s'appelle Saga là-dessus, mais c'est toute l'incompréhension qu'on a de voir qu'il y a à peu près juste 18 à 20 des femmes qui s'inscrivent dans les facultés de sciences et génie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de décoder. Puis on est un think tank au Québec, là, puis on n'a pas trouvé encore le secret pour expliquer ça. En tout cas, on a des hypothèses, mais alors ça, c'est vraiment un enjeu. Là. Il n'y en est même pas au niveau des organisations, on est au niveau de la formation. Donc là, il y a un gap encore aujourd'hui important qui mérite notre attention. Et on le voit aussi au niveau de l'ordre des ingénieurs, il y a juste 13 des membres. Donc, ça, c'était des problématiques avec lesquelles nous sommes partis. Puis, d'un autre côté, je dois dire qu'il y avait des professions où on a vu une progression importante. On se disait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? On avait au niveau du service correctionnel, et ça, je pourrais y revenir, mais on est presque à 50 de femmes agentes de service correctionnel maintenant dans plusieurs centres de détention au Québec. Et puis, il y avait la profession des inspectrices aussi. Deux professions pas beaucoup connues. On a hésité à aller les voir. Même les gens nous disaient, bon, qu'est-ce qu'on va retirer de ça? On n'en parle pas beaucoup. C'est pas... Finalement, ça a été nos professions qui nous ont peut-être le plus alimentés en termes de bonnes pratiques. C'était pertinent parce qu'il y avait vraiment eu une progression. Donc, on pourra le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, nos questions, c'était vraiment comment expliquer ces écarts. Qu'est-ce qui fait qu'on a des écarts au niveau du milieu du travail, qu'on a des écarts au niveau de la formation, qu'on a des écarts positifs, négatifs. Donc, on avait vraiment, là, j'ai résumé ça au début, on avait peut-être plus de questions, mais ça se résume vraiment à ces deux choses-là. Donc, dans la trajectoire de carrière des femmes, quels sont les enjeux qui peuvent expliquer la progression ou non des femmes? Donc, on a vraiment, et vous allez le voir dans les résultats, si vous avez lu le rapport, on a vraiment décortiqué la trajectoire des femmes qui font carrière dans les organisations de nos secteurs d'intervention pour essayer de voir, ben, c'est où les obstacles, puis c'est où les bonnes pratiques ont des effets. Parce qu'on s'est aperçu, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'en sciences et génie, ça ne donne rien de travailler tout de suite, ou en tout cas mettre toutes nos priorités sur le milieu du travail, alors qu'on a un petit bassin, donc il faut peut-être travailler là. Alors que les femmes médecins, ben, c'est pas au niveau de la formation qu'il faut travailler, ni les avocates, c'est au niveau du milieu du travail. Donc, on se dit, il me semble que c'est pas tout aux mêmes endroits. Puis souvent, les gens nous disent, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas où. Tu sais, par où commencer? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Tu sais, c'est bien beau de dire on fait l'égalité, puis on fait la diversité, puis l'inclusion, mais c'est où exactement, moi, comme milieu, comme organisation, je peux vraiment trouver ça sur quoi il faut que je travaille en priorité. Puis, après ça, voir sur les autres choses, parce que c'est sur plusieurs années, mais comment je peux me faire un plan de travail par rapport à ça. Donc, ça, c'est un élément qu'on a vraiment regardé. Et puis, l'autre qui est au cœur, ce sont les questions des pratiques organisationnelles.
Donc, vous l'aurez probablement vu là, avec notre approche, mais pour nous, les organisations sont au centre de cette recherche-là. À la fois comme milieu, mais à la fois aussi comme des partenaires qui peuvent faire la différence sur la carrière des femmes. Donc, on n'a pas pris beaucoup l'approche individuelle de dire, bon, ben, ce sont les femmes qui manquent de compétences ou qui manquent de ça ou qui sont passées comme ci, comme ça. On a vraiment plus pris l'approche de dire, ben, on a un bassin de compétences, puis comment on peut faire en sorte que nos milieux de travail soient plus égalitaires, soient exempts de discrimination. Moi, je crois beaucoup que le travail se fait là, qu'on a quand même un bon bassin de personnes. Donc, ça ne nous a pas empêché de regarder la trajectoire individuelle des femmes, mais à l'intérieur des organisations. Donc, ça, c'est vraiment un angle, en tout cas, qui a été portant pour nous. Puis, je pense que sur le terrain, ça fait une différence aussi, parce que là, tout le monde peut contribuer. C'est pas juste les femmes là, qui doivent faire leur effort ou quelques gestionnaires, mais toute l'organisation peut contribuer. Et vous allez voir que ceux qui ont fait des changements, ça a eu des impacts sur toute l'organisation. Pas juste sur les femmes, pas juste, mais sur vraiment tout. Alors, c'est ça qui est intéressant, puis c'était ça l'approche qu'on veut, puis c'est ça les suites qu'on veut donner aussi à ce projet-là. Donc, très rapidement, la collecte de données. Alors, moi, j'avais mis 2015, 2014. Donc, comme je disais, perspective systémique. Donc, on regarde vraiment tout le processus comparatif. Ça a été très intéressant de comparer. Moi, je n'avais jamais travaillé, puis mes collègues non plus, je pense, dans une approche comparative. On a toujours travaillé, bon, ben, les femmes avocates, les femmes médecins, les femmes en sciences et génie, mais de vraiment regarder ce qui se fait dans d'autres milieux pour partager les bonnes pratiques, ça a été porteur, puis je pense que ça a été très porteur pour les organisations aussi, qui s'assoyaient avec d'autres gestionnaires de d'autres milieux, puis disaient, hey, vous avez fait ça chez vous, ou bien vous avez le même enjeu, puis comment, parce qu'on a eu l'occasion de mettre nos partenaires ensemble, et puis ça a été vraiment un plus là, dans ce projet-là. Parce que des recherches sur chaque secteur, il y en a déjà là, dans plusieurs milieux et multidisciplinaires là, par le fait même. Donc, les professeurs ciblés, là, vous l'avez deviné, sciences et génie, santé, droit et sécurité publique, finance. On a eu aussi gestion des établissements collégiaux. Au départ, le milieu de l'éducation, on se disait, mon Dieu, c'est tellement féminisé, qu'est-ce qu'on va aller faire là? Mais on a découvert avec nos collègues qu'il y avait un milieu où il n'y avait pas de la parité, ou en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'était dans la gestion des établissements collégiaux. Fait que ça a été un cas très intéressant pour les bonnes pratiques. Et santé et sécurité au travail au niveau de l'inspection. Donc, notre méthode, rapidement, on a vraiment fait une recension des écrits, mais on a fait beaucoup de groupes nominaux, des entrevues individuelles avec des hommes, des femmes, des gestionnaires, des gens d'organisation. Donc, on débarquait, on a fait de l'observation non participante, on est allé dans des milieux. On a fait beaucoup de lunch le midi. On a eu une très bonne réponse, je dois dire, des gens. Au-delà de nos espérances, à un moment donné, il a fallu dire, ben là, on arrête là, parce que même il y a des activités qu'on a fait. Le barreau est partenaire avec nous. Puis à un moment donné, il a fallu arrêter le nombre de places de la salle, parce que la salle était trop petite. Puis quand on a fait une activité avec M. Beauchamp. Donc, alors, il y a vraiment un intérêt pour ces questions-là. Puis les gens nous disaient, on n'a pas souvent l'occasion de parler de ça dans nos milieux. Le monde nous dit que c'est important, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on vit par rapport à ça? C'est pas toujours. Donc, ça a été très intéressant. 381 personnes, là, mais je pense même qu'il y en a encore un peu plus. On a complété il n'y a pas longtemps. Et on a vraiment travaillé avec les théories féministes, évidemment. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, là, mais si ça vous intéresse, théorie institutionnelle pour regarder les organisations. Et théorie du changement, très important, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains secteurs, là, les obstacles, ça fait 25 ans qu'on les connaît. Puis, ça ne change pas. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, ben comment ça que ça ne change pas? T'sais? Fait que là, on a vraiment, moi, j'ai dû aller chercher la théorie du changement pour voir quelles sont les résistances, comment on identifie le jeu des acteurs, puis comment on peut travailler à faire un véritable changement. Et comme je le mentionnais, il y avait beaucoup de. Je n'ai pas mentionné toutes les organisations partenaires de la recherche, là, mais dans chaque secteur, on a eu des partenaires, que ce soit des bureaux d'avocats, des centres de détention, des organismes publics, des ministères, des hôpitaux, des cliniques médicales. En tout cas, ça a été un beau travail à ce niveau-là. Donc, juste pour vous montrer un peu, en fait, notre projet de recherche, il se résume à 3 tableaux. Moi, si j'avais à présenter ça, moi, mes collègues n'arrêtent pas de dire que je vois ça chez moi, puis dans les carreaux, mes affaires, mais je trouve que ça a l'avantage de, tu sais, puis il faut laisser donner ces outils-là parce qu'à un moment donné, pour faire du comparatif puis synthétiser. Donc, ça, c'est un des premiers tableaux qu'on a fait. À un moment donné, en écoutant mes collègues, puis je vous expliquais tout à l'heure, je me suis dit, on va décortiquer, puis c'est rien de nouveau, là. Ceux qui sont en gestion de carrière ici, on n'a rien inventé. Mais c'est vraiment un outil pour dire, bien, pour chaque profession,
Quels sont les obstacles ou les bonnes pratiques au niveau de la formation? On est vraiment, on ne peut pas parler de progression des femmes dans des milieux si on ne regarde pas la formation initiale, que ce soit à l'université, que ce soit dans des cégeps, dans des programmes techniques, c'est lié. Et ça, on le verra tout à l'heure, mais ça commence là. Hein? Si on veut avoir des femmes à des postes de décision à l'autre bout de mon spectre, là, ben, il faut commencer par revoir ces processus de recrutement, les premières années. En tout cas, il y a tout un mécanisme qui peut se mettre en place et qui favorise beaucoup le fait que les femmes aient accès à des postes de décision ultimement. Donc, alors, on a décortiqué la formation, les motivations. On n'était pas sûr au départ. On s'est dit peut-être que les gens font ce travail-là. Ils n'aiment peut-être pas vraiment ça, mais ils n'ont pas le choix. Ils se sont dit, hey, on est une femme, puis on va essayer des nouveaux milieux, comme aller dans un abattoir pour disséquer des vaches, puis en tout cas, on se disait, aimes-tu vraiment ça? Là? On entendait toutes sortes d'affaires. Puis au final, en tout cas, cette colonne-là, elle n'est pas très pertinente parce que tout le monde sont super motivés. Là. Vraiment, toutes les personnes qu'on a rencontrées adorent leur travail. Les policières, hein, je regarde Antoine, il me disait, moi, là, je tripe à m'en aller avec ma voiture, mes lumières, puis j'aime ça, puis je suis à ma place. Fait que, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres petits obstacles, mais alors ça, pour nous, c'est révélateur quand même de quelque chose. Mais... au niveau du recrutement, on s'est rendu compte, le recrutement, les 2 premières années, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose là. Okay? Après, comment se fait le recrutement? Comment les gens sont formés sur place, surtout dans des milieux traditionnellement masculins. Si on embauche une personne et on lui dit, des femmes, puis on lui dit, organisez-vous parce que vous avez choisi un milieu traditionnellement masculin, puis il va y avoir des stéréotypes, puis vous allez vous faire crier des toutes sortes d'affaires, puis il faut que vous fassiez votre chemin, il faut que vous soyez forte. J'ai entendu ça souvent, faire une grosse carapace. Nous, en tout cas, on ne pense pas tout à fait ça. Puis en parlant aux organisations, on s'est rendu compte qu'il y a moyen de faire ce recrutement-là, puis ces 2 premières années-là, pour grandement faciliter l'accueil de ces femmes-là, particulièrement dans des milieux où elles n'étaient pas là au départ. Donc, ça a été. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ces 2 ans, après ça, ça passe ou ça casse, comme on dit là, en bon québécois. Donc, est-ce que. Alors, c'est important de regarder ça parce qu'il y a des gens. On a regardé la progression, mais on a regardé surtout la rétention. Donc, c'est bien beau de dire, OK, oui, il y a des femmes, mais est-ce qu'elles demeurent? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on recrute. Puis, à un moment donné, on se dit, oui, mais au bout du compte, est-ce qu'elles restent dans l'organisation? On s'est rendu compte que dans certaines organisations, le taux de départ est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. Donc, on s'est dit, il y a encore une autre dimension à regarder. Donc, on a vraiment regardé aussi le processus de carrière. Diversification des choix, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, les gens restaient dans le secteur, mais allaient vers d'autres types d'organisations parce que c'était trop difficile, la carrière que les personnes avaient. Donc, une des diversifications des choix, souvent, c'est de partir du privé pour aller dans le secteur public. Parce que, compte tenu des horaires de travail, des obstacles et tout ça, rencontrés au niveau de la perte des critères de performance, puis je ne dis pas que le gouvernement n'a pas des critères de performance, au contraire, mais c'est plutôt on s'est rendu compte dans le secteur des finances, dans le secteur du droit, entre autres, tout l'esprit de compétition qui existe là, puis de performance à tout prix, là, et qui fait qu'à un moment donné, ça s'ajoute à avec tous les autres critères. Donc, vous allez voir aussi dans cette recherche-là, on parle de plein d'autres affaires. Des fois, les gens me disent, ah, mais ça n'a pas rapport avec les femmes. Ben oui, ça a rapport avec les femmes. Parler de critères de performance élevés, ça ne veut pas dire qu'on veut baisser vos critères de performance, ça veut juste dire que le climat de travail qui se crée fait en sorte que on va perdre des joueurs. L'approche client, la même chose. La façon dont on gère nos ressources humaines, tout ça a un impact sur les femmes, puis aussi sur tout le monde. C'est pour ça que quand on essaie de changer des pratiques, ça bénéficie à tout le monde. Et puis les postes de décision, à la fin, on s'est dit, on focus beaucoup sur les postes de décision. Les gens me disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des postes de décision? Regardez, on peut faire beaucoup de choses avant aussi. Parce qu'aller chercher des femmes pour les nommer, moi j'ai travaillé, Nathalie Rinfray, là, sur les conseils d'administration. Puis, nommer une femme sur un conseil d'administration, ça se fait. Puis, c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, on va la chercher, on la nomme. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la haute direction des organisations, c'est là où il y a encore vraiment du travail à faire. On est à la fonction publique, on n'est pas à 30 de femmes, 40 peut-être gros maximum. Puis dans le secteur privé, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les postes de décision. Fait que c'est pas juste de dire on prend une femme et on la nomme. Je pense que de préparer le bassin
de personnes qui peuvent occuper des postes de décision. C'est très important aussi, puis c'est une clé par rapport à ça. Donc, ce qu'on a fait au bout du compte, quelque chose de très simple, c'est ce que j'indique, on a mis des couleurs. Alors, quand c'était vert, quand c'était favorable, on mettait vert. Quand c'était jaune, quand c'était moyen, on mettait jaune. Puis quand il y avait vraiment un obstacle majeur, on dit, oh là, il y a un bug dans le processus, on mettait rouge. Donc, ça a donné une espèce de là, je pourrais vous dire quelles professions vous pensez qui sont en rouge et en jaune, mais comme on n'a pas de questions là, on va vous le dire tout de suite. Donc, les professions en rouge, donc on est très, on vit avec notre première place que c'est pas non plus, c'est pas une machine là, qui a sorti ça, puis c'est pas non plus, je veux dire, c'est des indications. Mais en parlant avec les gens, on s'est rendu compte que on a fait une espèce de ranking, là, vous allez voir, une espèce de classement, puis ça a beaucoup, les gens ont aimé ça parce que ça nous situait. Mais c'est discutable, là, mais en tout cas, avec les indications qu'on avait. Donc, avocate, professeur en sciences et génie, c'est encore plus difficile que les ingénieurs, il n'y en a presque pas. Donc, ça aussi, on a regardé un peu cette portion-là. Directrice des finances, alors que ce sont des milieux qu'on pense il y a beaucoup de femmes, puis qu'il y a encore des problématiques là. Et policière. Policière, on hésitait entre jaune et rouge, mais finalement, après avoir analysé les données, tout ça, on a vu qu'il y avait encore beaucoup d'obstacles. Alors qu'on pense que les policières, c'est réglé, hein, il y en a, on envoie des femmes, ça va bien. Je regardais encore cette semaine, il y avait des femmes dans les écoles, dans la presse plus, je ne sais pas s'il y en a qui ont ça. Mais vous allez voir un peu, là, il y en a, mais on les cantonne beaucoup dans certains, ça, c'est pas pour négatif, là, mais on les cantonne encore beaucoup dans certains rôles. Et ça, c'est un enjeu là, que normalement on devrait éviter quand on veut faire de la mixité. Donc, policière, profession en jaune, médecin, dentiste, pharmacienne. Donc, oui, il y a des avancées, mais il y a encore du chemin à faire, notamment pour les dentistes, où c'est extrêmement difficile là, pour les femmes d'avoir des cabinets de dentistes pour survivre dans cette espèce de marché-là, il faut le dire comme ça, c'est pas facile. Alors, je pourrais y revenir par la suite. Alors, les ingénieurs aussi, on l'a mis en jaune surtout pour le bassin, parce qu'il paraît que dans le milieu de travail, ça va quand même mieux. Et les professions en vert, donc nos 3 professions où vraiment on a trouvé qu'il y avait eu beaucoup de progression. Puis les gens étaient même surpris, les organisations étaient même surprises elles-mêmes qu'on ait comme dit que c'était des cas intéressants parce que les autres, ils n'avaient comme pas vu que tout ce qu'ils avaient fait depuis 20 ans, ça c'est une autre chose aussi. Les gens, les organisations ne documentent pas beaucoup leur processus. C'est pas un reproche, là, je pense que c'est, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que je pense que si on n'avait pas fait ce projet de recherche-là, il y a des choses qui ne se seraient pas dites dans ces milieux-là et partagées surtout, donc le milieu des inspectrices. Donc, je vais vous donner un exemple. On a fait un tableau, mais ça, c'est des exemples un peu plus gros parce que le tableau, vous allez le retrouver là, dans le rapport. Mais ça vous donne un peu un exemple. J'ai choisi 3 professions là, décortiquées, mais au niveau des avocates, bien, on voyait que la formation, c'est en vert. On l'a dit tout à l'heure. Les motivations. On a rencontré beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié dans le projet et qu'on veut refaire aussi. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la discrimination dans les universités, quand on est dans les classes, on les voit moins. C'est quand on arrive sur le marché du travail que là, on s'aperçoit, oh, OK, regardons ça. Les femmes ne sont pas associées dans le cabinet. Puis regardons ça, comment ça que les gangs, moi, j'ai vu le taux de facturation, puis ils facturent plus cher que moi, comment ça? C'est là qu'on. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben pourquoi pas sensibiliser les gens dès le départ à ces enjeux-là pour qu'ils puissent faire, en tout cas, au moins le savoir puis changer les choses éventuellement. Donc, et là, vous voyez là, ce qui s'en vient en rouge, la course au stage, les premières années puis la carrière, là. C'est problématique. Là. On a entendu toutes sortes d'histoires par rapport à ça. C'est vraiment difficile et c'est ce qui fait en sorte que les femmes vont rester ou quitter. Et dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de femmes qui quittent la pratique avant les hommes. Donc, on voyait ici la diversification des choix. Il y a des femmes qui disaient, ben moi, je suis allée dans le secteur public, je n'étais plus capable de travailler 16 jours de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Je suis en congé de maternité, je reviens, j'ai perdu mes dossiers. Donc, c'était assez problématique. Donc, partagé aussi par mes collègues. Là, et le problème aussi au niveau des associés. Donc, pas beaucoup d'associés dans les bureaux. Comment ça se fait qu'on a un pipeline de presque 70 maintenant de femmes dans l'université puis qu'il n'y a presque pas d'associés? Et là, c'est en discutant avec les gens qu'on s'est rendu compte, tu sais, quand je dis des choses qui ne sont pas nécessairement liées à la problématique de départ, c'est de voir, c'est tout
le mode de facturation dans les cabinets à l'heure et tout ça. Donc là, on s'est rendu compte que c'est là-dessus qu'il y avait un problème. Et là, c'est sûr que c'est des gros enjeux. À un moment donné, je me suis assise avec M. Beauchamp en disant, je suis en train, moi là, tu sais, je suis en train d'aller trop haut là, dans mon affaire en disant qu'on va travailler pour revoir le système de facturation des bureaux d'avocats au Québec. Tu sais. Qui c'est qui va m'écouter là si je parle de ça? Tu sais, fait qu'on a, tu sais, puis ça a été le fun, le projet de recherche aussi, d'aller se rasseoir avec les gens, me dire, on avait quelques partenaires comme ça qu'on testait, puis des collègues dire, OK, ben oui, go, parce que le barreau a travaillé beaucoup avec nous aussi. Et ils ont dit oui, c'est ça. Puis si on changeait ça, travailler plus en équipe, ça favoriserait la progression des femmes. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir des approches, quand on parle de transformation organisationnelle, c'est intéressant de voir. Un autre exemple, donc les ingénieurs. Alors là où il y avait du rouge, c'était vraiment au niveau de la formation et du recrutement. Mais semble-t-il que plus on avançait dans la carrière, parce que là, on s'les arrache, hein, les femmes ingénieurs, là, présentement, que j'ai appris, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis les gens veulent de plus en plus, les firmes et tout ça veulent de plus en plus engager des femmes. Donc, mais il y a encore, bon, on a mis en jaune parce qu'il y a encore du sexisme là, sur les chantiers de construction et tout ça. Puis un milieu où ça nous est apparu assez favorable, c'est le ministère des Transports. Donc ça, c'est un cas où on va creuser aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes ingénieurs là, c'est surprenant, qui font des gros travaux là. Et puis, donc, ça va être intéressant d'aller voir. Et là, c'est certain qu'au niveau des postes de décision, ben comme on n'en a pas beaucoup au départ, il y en a qui en ont, mais bon, il y avait d'autres enjeux à ce niveau-là. Et finalement, j'ai pris le cas des inspectrices, j'aurais pu prendre d'autres cas aussi, mais pour montrer comment ça pouvait être plus facilitant. Donc, au niveau de la formation, par exemple, donc on a vu dans le cas des inspectrices, on a vraiment, ça a été un cas c'est moi qui l'aurais appris, mais les gens qui étaient là s'en souvenaient plus, mais ça a été ciblé par le programme d'accès à l'égalité dans les années 90. C'était ça et ça, agent de service correctionnel. Donc, quand on dit que des cibles ou ça ne fonctionne pas, ben moi, je pense que ça fonctionne, mais ça prend autre chose. Si on avait juste dit, OK, ben on est ciblé, puis on va attendre que les femmes viennent, puis on va laisser ça aller comme ça n'aurait probablement pas fonctionné, mais ils étaient ciblés, donc on voit qu'ils ont vraiment eu un engagement. Et au niveau de la formation, ils ont vraiment tout revu leur bassin de recrutement. Donc, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que si on avait essayé de trouver des femmes qui avaient 10 ans d'expérience sur le chantier de construction, puis 10 ans d'expérience dans un abattoir, on aurait trouvé 0 femme. Donc, ils se sont dit, c'est-tu si important que ça d'avoir travaillé dans une machine pendant 10 ans? On va vous l'expliquer comment ça fonctionne, la machine. Ça s'explique à des gens. Ils sont allés chercher des gens en relations industrielles, en psychologie, en tout ça. Ils ont vraiment ouvert les disciplines pour aller recruter. Et là, ils ont trouvé des bassins de femmes vraiment là où ils ont pu en embaucher. Et ce qu'ils ont fait au niveau du recrutement par la suite, c'est qu'il y avait des concours. Une fois que tu avais passé le concours, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que là, tu n'es pas comme laissé à toi-même dans l'organisation. Ils ont une année de formation intense avec des mentors, des coachs sur le terrain, où là, ils apprennent le métier. Donc, pour des gens qui n'ont pas fait ça toute leur vie, puis qui rentrent dans un nouveau milieu, ben c'est vraiment, en tout cas, c'était une façon. Et ils ont revu aussi tout le protocole d'intervention, d'inspection, où c'est bien documenté. Donc, l'autonomie au travail, c'est important, mais si tu ne sais pas ce que tu as à faire et que les règles ne sont pas claires, ben, alors ils ont vraiment tout revu, les procédures. Alors ça, c'est au niveau là, du recrutement et des premières années, ça fait une différence. Et au niveau de la carrière, ça, j'en ai moins parlé présentement, mais tous les mécanismes de soutien au climat de travail, soutien à la personne, au niveau des inspectrices, c'est les pires cas qu'on a entendus de situations de travail difficiles. D'arriver là dans un abattoir dans le fin fond, sur un chantier de construction à Montréal, une fille où on le sait, il y a 1% de femmes, donc c'est tout masculin. D'arriver dans un restaurant et de dire ben, ton restaurant va fermer parce que c'est pas des milieux faciles et on a entendu beaucoup de cas de violence au travail. Là, on se disait au départ, mais comment ça se fait que vous restez là-dedans? Ça n'a pas de bon sens de tout ce que vous vivez. Et la différence, c'était le soutien organisationnel à ça. Donc, ils ont des procédures. Pour ceux qui arrivent à un incident, il y a des procédures qui ont été mises en place, qui sont connues pour que la personne fautive, l'organisation fautive soit tout de suite réprimandée. Ils ont des lettres, ils ont des visites de gestionnaires, ils peuvent même aller avec la police, ça ne fait pas. Mais alors, ils ont des politiques contre le harcèlement. Alors,
Puis ils se sont créés ils travaillent beaucoup en équipe, même si c'est une profession qu'on fait seul, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget pour le faire à deux maintenant, mais ils se sont vraiment créés des mécanismes de soutien. Et c'est ça qui a fait aussi une différence sur la rétention. Donc, ça, c'est intéressant à constater, puis je pense qu'il y a des bonnes pratiques là à regarder. Et comme par hasard, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des postes de décision, donc on a préparé le bassin. Beaucoup de femmes qui ont commencé comme chef d'équipe. J'entends souvent ça, de dire, ben moi, j'étais en région, puis j'ai commencé comme chef d'équipe, près du terrain, avec mon monde, tout ça, puis après ça, je vais monter graduellement, je vais prendre l'expérience de gestion. Donc, beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Il y a des organisations qui ont même un mécanisme de remplacement s'il y a un congé de maternité. Parce que encore aujourd'hui, la maternité, là, c'est le fardeau. En tout cas, moi, j'ai entendu ça beaucoup. Là. Ah là, qu'est-ce que je vais faire avec ma carrière? Puis, tu sais, ça va-tu nuire à mon organisation, puis à mes collègues, je vais-tu les mettre dans le trouble? Puis, alors, dans ce cas-là, ça, c'est plus une préoccupation personnelle, c'est une préoccupation organisationnelle. Donc, c'est parce que, oui, les gens vont avoir une famille. Alors, tous les mécanismes de conciliation travail-famille sont. Si vous saviez combien de milieux, moi, on est en 2018, où des gens disaient, c'est encore un problème, la maternité, la paternité. C'est un obstacle aux organisations. Puis tant qu'on n'aura pas changé notre façon de penser, bien, ça va rester comme ça, puis ça va être difficile encore pour les femmes, puis de plus en plus pour les jeunes hommes, on l'a vu, là, qui ont des familles, tout ça. Donc, alors, une progression, donc c'est pour ça que c'est un secteur qui est intéressant. Donc, ça, vous voyez, c'est un peu notre ranking total. Donc, je voulais décortiquer un petit peu. C'est sûr, vous ne lirez pas tout ça aujourd'hui, mais c'est sur. On trouve ça intéressant de le mettre dans une page parce qu'on voit un peu la synthèse de tout ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, puis vous allez voir dans nos suites, moi, j'ai un projet de recherche sur les femmes dans les organisations sportives et on a fait un atelier dans les organisations sportives et on a fait un atelier lors d'une activité, puis on a sorti cette grille-là, puis les gens avaient ajouté la profession, puis essayaient de voir où étaient les obstacles, puis les bonnes pratiques dans chaque. Donc, ça devient un outil intéressant aussi de collecte de données. Donc, voilà pour ça. Donc, les principaux obstacles, ben, je vais peut-être juste les reprendre en gros. Quand on les dit comme. Moi, j'ai trouvé ça dans le projet de recherche, que quand on les applique à un secteur ou à une organisation, c'est toujours plus intéressant que de dire problème conciliation travail-famille ou vie personnelle. Tu sais, quand on dit ça, c'est quoi au juste? Mais le fait qu'on l'ait appliqué à différents secteurs, c'est plus concret. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant de faire une petite synthèse ici. Donc, l'esprit de compétition et dévouement total à la clientèle, donc, qui se traduit par des longues heures de travail. Toute la question du réseautage aussi. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens qui ont des firmes. Tu sais, c'est vrai pour les firmes d'avocats, mais les firmes de comptables, où le réseautage, puis amener le client la fin de semaine, jouer au golf, à la pêche, puis le soir. Puis, tu sais, moi, j'essaie de leur dire, c'est-tu si nécessaire que ça? Parce que la personne me disait, je comprends pas ça, j'ai pas de femme qui s'implique dans les. Puis lui, il pensait que c'était juste parce que les femmes, bon, premièrement, il pensait que c'était des biens conscients. On parle beaucoup de biens conscients présentement. Là, oui, c'est correct, là, c'est des biens conscients, mais consciemment, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Tu sais, puis je disais, parlez aux femmes, vous allez voir que c'est pas juste un manque de compétences, juste parce que vous ne pensez pas des invités, c'est qu'ils vont s'exclure de ce genre de choses-là parce que de plus en plus, bon, puis ça a toujours été, là, on veut concilier les deux. Puis je lui disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu sais, le client peut-être qu'il n'a même pas envie d'y aller lui aussi parce qu'il est peut-être avec ses enfants la fin de semaine. Puis, mais c'est comme des systèmes. Puis je parlais avec des gens, je disais, il faut comme déconstruire des pratiques. Mais là, on a toujours fait ça comme ça. Mais oui, mais peut-être que si tu changeais un petit peu, ça change des pratiques. Puis ça ne veut pas dire de ne pas réseauter, puis ça ne veut pas dire de ne pas être performant, mais on peut-tu faire les choses différemment? Puis parler aux gens, les gens disent, comment vous avez fait pour tout apprendre ça? Bien, j'ai parlé aux gens. J'ai parlé à votre monde dans l'organisation, puis c'est eux autres qui m'ont dit que cet aspect-là, si ça changeait, ça serait vraiment différent. Donc, les modes de rémunération, on en a parlé aussi. C'est vrai pour les avocats, puis c'est vrai pour les femmes médecins aussi. On n'arrête pas de dire que les femmes médecins ont choisi de moins travailler, faire moins d'heures parce qu'elles veulent s'occuper de leur famille, alors que la théorie du choix, là, c'est pas avec ça qu'on a fait un grand bout de chemin dans ce projet de recherche-là. On a vraiment. Puis souvent, ben, dans les couples médecins, ben, c'est l'homme et la femme. Puis quand elle a la femme a un bébé, ben là, c'est le gros salaire du médecin qui va rester. Puis elle, ben, déjà, elle va se dire, ben, vu que je gagne moins cher, ben, je vais travailler moins d'heures, je vais rester à la maison. Puis alors, ça s'écarte. Puis une fois que l'écart est parti, là, après 5 ans, 10 ans, c'est plus récupérant. En tout cas, il ne faut pas être pessimiste, mais
c'est plus difficile après de rebalancer, même si les femmes reviennent sur le marché du travail. Ils n'ont pas fait de stage à l'étranger, ils ont travaillé moins d'heures, ils n'ont pas travaillé avec tel éminent collègue. Donc, ça fait qu'on est déjà sur une autre track là, qui est plus lente, il faut le dire comme ça. Donc, personne de stéréotypes, c'est incroyable tout ce qu'on a entendu de stéréotypes. Tu sais, ça commence chez les jeunes, là, à l'école, tout ce qu'on entend. Puis, tu sais, dans ces métiers-là, hein, les femmes sont, vous savez, les femmes sont tellement moins fortes qu'elles sont moins capables aussi. Puis, tu sais, les femmes sont tellement humaines, sont tellement gentilles, mais les hommes sont plus. Puis les femmes sont. Il y a beaucoup de stéréotypes qui s'auto-perpétuent dans leurs organisations, qui fait qu'on croit tout ça à un moment donné parce que je comprends, c'est des schèmes qu'on a eus depuis qu'on est jeune. Là, je suis dans les organisations sportives, je peux vous dire que des stéréotypes, là, que les petites filles au soccer sont moins bonnes. Donc, quand elles marquent un but, ben, ça va être compté pour 2 points plutôt qu'un. J'entendais ça cette semaine, puis on dit ça n'avait pas de bon sens. Ben non, ça n'avait pas de bon sens, parce que là, ils mettaient les petites filles en poteau, là, puis là, tous les petits gars, ils les envoyaient pour qu'ils marquent, pour que ça compte pour 2 points. Mais alors, tu sais, de créer 2 classes par le sexe, en tout cas, on va le voir que c'est quand on fait de la mixité, il faut faire les mêmes affaires. Parce que si on commence à recréer les deux, souvent, on va continuer à se distancer par rapport à ça. Donc, beaucoup de travail à faire sur les stéréotypes, je pense, liés à la parentalité. Tu sais, des femmes qui disent, ben moi, c'est moi, il faut que je m'occupe de mes enfants parce que c'est comme ça, parce que je suis la mère. Puis, tu sais, on est beaucoup campé dans des rôles très stéréotypés au départ qui se perpétuent dans les organisations. Des perceptions liées aux difficultés des hommes et femmes en matière de mobilité internationale, je le disais tout à l'heure, on en avait discuté ici, puis j'avais trouvé ça tellement intéressant que au niveau des femmes médecins, on se demande pourquoi elles ne vont pas vers certaines spécialisations. C'est pas parce qu'elles n'aiment pas la chirurgie, puis c'est parce que dans certaines professions, ça demande d'aller faire des stages à l'étranger de 6 mois à 1 an. Quand tu as décidé d'avoir un enfant, puis là tu te dis, bon, ben, peut-être je le ferai pas, ou je vais le faire plus tard. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'as pas la spécialisation. Puis là, les gens se disaient, ben, c'est encore nécessaire de partir 1 an à l'étranger avec les moyens technologiques qu'on a, avec, tu sais, dans le fond, là, on peut faire un grand bout de travail à distance, puis on peut se voir 2, 3 fois par année, 1 semaine ou 2, mais est-ce que c'est encore nécessaire de. Tu sais, c'est l'ancien modèle que c'était-tu le fun de partir 1 an, puis bien souvent, c'était les gens qui laissaient leur famille ou que la famille suivait, mais aujourd'hui, bon, ça peut être un modèle encore. Moi, je dis, il n'y a pas juste un modèle, mais on peut-tu faire la promotion de tous les modèles? Puis, tu sais, celui-là où la femme, les filles se retirent de certaines spécialisations parce que c'est trop. Si on faisait juste changer ça, bien, probablement qu'il y aurait beaucoup plus de. Les femmes étudiantes en médecine nous disaient, puis les femmes médecins aussi nous disaient que probablement qu'il irait plus vers certaines spécialisations s'il n'y avait pas cette exigence-là. Donc, ce genre de choses, c'est une procédure qui pourrait être revue pour faciliter, parce qu'on sait que cette mobilité-là, si tu ne l'as pas, des fois, c'est ça qui va faire que tu n'auras pas le poste. Même chose pour les femmes ingénieurs. On disait, si tu n'as pas travaillé sur tel gros pont, parce qu'au Québec, il paraît que c'est juste des petits projets en ingénierie. Tu sais, si tu veux être top ingénieur, là, donc il faut que tu ailles travailler sur un vrai gros pont, tu sais, quelque chose ailleurs. Fait, si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas dans. OK, bien, faut-tu que je le fasse ou on peut-tu changer? C'est si important que ça d'avoir fait ça pour avoir un poste? Donc, ça, on revient aux critères de base. Bon, horaire de travail régulier, on l'a constaté beaucoup dans les milieux correctionnels, policiers. De travailler jour, soir, nuit, une semaine jour, une semaine soir, une semaine nuit, c'était très difficile pour concilier. Les gens disent, ah, les infirmières le font. Ouais, mais justement, on va aller voir les infirmières, c'est dur aussi. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on le fait, que tout le monde le fait, puis personne ne dit rien. Donc, on s'est rendu compte dans des milieux où il y avait une certaine. Oui, tu peux travailler de nuit, on n'empêchera pas les gens de travailler de nuit. Dans certaines professions, c'est essentiel, mais on peut soit travailler de nuit, soit travailler de jour. Parce que les gens nous disaient de trouver des garderies, c'est incroyable, là, faire une gestion familiale avec des horaires comme ça, puis on vient tout. Ce qu'on s'est rendu compte, des fois, c'est que je pense que en général, les hommes le vivent, mais n'en parlent pas. Puis le fait qu'il y a des femmes vivent ça, ben là, ils se mettent à en parler. Je pense que les hommes, ils ne trouvent pas ça plus facile. Mais ils ne le disent pas parce que il y a des inspecteurs qui nous disaient, ben moi aussi, j'ai eu des choses de violence, mais je ne le dis pas parce qu'on est tough, puis c'est notre job, puis on est fait pour ça. Puis tu sais, alors que là, envoyer une femme ça dans le fin fond d'une ferme, là, s'il arrive de quoi, c'est pire parce que c'est une femme. Donc peut-être qu'on va commencer à se préoccuper de ça. Donc c'est comme si
Ça ne veut pas dire que ça arrive juste aux femmes, mais je pense que l'avènement des femmes et d'une diversité de personnes amène à discuter de problématiques que probablement les gens qui étaient là n'osaient comme pas trop parler. Des lacunes au niveau des processus de décision. Bon, on a vu encore aujourd'hui des gens qui disent « Bah, il y a un petit concours, mais après ça, tu sais, on ne sait pas trop comment ça se nomme les gens, mais au bout du compte, tiens, c'est un tel, puis moi, ça fait 3 fois que j'applique, puis je ne l'ai pas. Tu sais. Donc, on n'a pas fait de cas personnalisé, on n'a pas fait d'enquête là-dessus, mais on s'est rendu compte que dans les endroits où il y a des processus très transparents de nomination des postes de décision, hop, comme par hasard, le pipeline de femmes augmente, le nombre de femmes est là par rapport à des milieux où c'est moins. Et là, je ne veux pas le nommer, mais si on regarde le milieu policier, il y a combien de femmes policières, chefs de police au Québec? Une. Puis à la SQ, on se disait quoi, il y a 2-3 de femmes, peut-être? Puis ça va bien les femmes dans la police, mais c'est drôle, il n'y en a pas une qui a un poste de décision. Puis celle qui a un poste de décision, c'est parce qu'elle est gars, elle, tu sais, était dans l'armée, puis non, c'est ce qu'on nous dit, là, tu sais, puis elle pense comme les gars parce qu'elle s'est faite. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, on se dit, c'est pas parce qu'il y a des femmes que ça va aider nécessairement à la cause des femmes toujours, là, parce que les femmes, des fois, ils vont rentrer dans le moule qui est là, puis ils vont perpétuer les pratiques. C'est pas parce que tu es une femme que tu vas pouvoir tout changer du jour au lendemain. Puis c'est pas parce que tu es un homme que tu peux rien changer, au contraire, tu peux arriver. Puis donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu dans les différents discours là, par rapport à notre recherche. Donc, je terminerai avec, là-dessus, on a essayé de penser à la fin en se disant, bon, on va finir sur des bonnes pratiques, parce que moi, les obstacles, on se dit, c'est le fun, mais il me semble, ça fait des années qu'on travaille sur ces obstacles, puis là, on veut travailler sur les bonnes pratiques. Donc, on a essayé, à la lumière de toutes nos professions, d'essayer de dire, ben, ce serait quoi une démarche? Parce que vous l'avez vu, là, je pense que depuis que j'ai commencé à parler, il y a comme quelque chose, hein, c'est pas une affaire à régler, ça se fait pas en 6 mois non plus là, de changer quelque chose, puis que là, tout par hasard va se résorber ou va nous amener à l'égalité. Donc, alors, on a pensé pour terminer, puis ça aussi, vous l'avez dans le rapport. Donc, c'est écrit petit, là, mais au départ, en tout cas, il va grossir le schéma, il va y avoir des pattes, mais la première chose qu'on s'est dit, c'est sûr que ça prend un engagement organisationnel, ça prend une reconnaissance et une volonté de faire quelque chose. Moi, je suis arrivée dans des milieux où on voit même pas de problème. Ben, tu sais, si tu reconnais pas, puis, on n'a pas de données, puis on ne sait pas trop où se constitue. Puis ça, même dans les cas où ça a bien fonctionné, on leur demandait, vous avez combien de pourcentage de femmes? Ben, je ne sais pas, savez-vous, on ne l'a jamais calculé. Donc, tu sais, de prendre un engagement et de dire, on va documenter notre situation, c'est vraiment un bon point de départ. Puis, oui, on peut mettre des politiques, des programmes, des plans, ça peut être une chose, mais des fois, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, là. J'ai vu des organisations, moi, qui ont un super beau plan d'accès à l'égalité ou un beau plan de diversité, mais ça s'arrête au plan. Puis on les voit en avant, puis ils gagnent des concours, puis c'est une grosse visibilité. Le site web, tu regardes ça, c'est des femmes et tout. Et quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'il n'y a pas tant de bonnes pratiques que ça derrière, puis il y a encore beaucoup d'obstacles. Donc, je pense que c'est un élément, mais il faut aller plus loin. Puis mettre des ressources aussi. OK? On veut faire des choses, mais on n'a jamais de budget pour ça. On veut changer des choses. À un moment donné, il faut être conscient que ça va prendre du temps de personnes. Des fois, ce n'est pas nécessairement des gros budgets, mais ça prend il faut mettre des ressources là-dessus. Il faut investir du temps pour faire des changements, pour faire des réflexions. Puis ça, nous, on l'a apprécié parce que quand on arrivait dans les organisations, moi, c'était toujours sur le temps de travail des gens. Parce que je me disais, si vous n'êtes pas prêt à investir 2 heures du salaire de vos gens, vous discutez de ça, vous êtes comme ça donne. Moi, je trouvais qu'on perdait un peu notre temps là-dedans. Donc, alors mais il y a des organisations, même ça, ils veulent. Oh, ben non, ben là, c'est parce que, tu sais, on facture, puis peux-tu faire ça le soir après le travail? Mais non, mais c'est parce que. Bon, alors puis impliquer des parties prenantes, on va voir, là, ça ne se fait pas tout seul, on va le voir dans d'autres. Donc, en haut, j'ai mis le recrutement. Donc, ça commence par le recrutement. Et j'ai mis collège et université parce qu'on s'est rendu compte que même nous autres, dans nos collèges et universités, on a du travail à faire au niveau de la sensibilisation. Il y a des secteurs d'activité qu'on a, on n'a presque pas de professeurs femmes là-dedans. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut comme partir aussi. On s'est rendu compte, notamment, en droit, on se disait. Oui, bien là, les gens, ils veulent qu'on travaille en équipe, mais quand on est dans notre formation, on ne travaille pas en équipe, on est tout seul. Fait que là, on s'est dit, ben, on va. Marie disait, je regarde, parce qu'elle est doyenne de la faculté, elle se disait, bon, on va introduire des travaux d'équipe. C'est vrai, si tu n'as pas appris à travailler en équipe quand tu es à l'école.
Puis là, tu arrives dans ton milieu, puis on te demande de faire ça. Donc, ça, c'est des exemples. Ouvrir des nouvelles concentrations, notamment en sciences et génie, travailler à la rétention, faire de la promotion de la profession aussi. Ça peut être intéressant. Toute la question des stages, c'est très important, les stages, université ou cégep et milieu. Il y a quelque chose qui se passe là. Je travaille avec ma collègue Eve Langelier, là, titulaire de la chaire en sciences et génie du Canada, qui est à Sherbrooke. Puis là, à Sherbrooke, il y a beaucoup de stages. Puis il est là l'enjeu. Elle dit, il y a beaucoup de femmes qui les questionnent après, puis qui disent, hey, moi, là, c'est pas pour moi, ce milieu-là. T'as-tu vu comment est-ce qu'il m'a traité? T'as-tu vu ce qu'il me fait faire? Puis, ou elle, ou en tout cas. Donc, fait que déjà là, ça peut orienter le choix des personnes, qui va faire en sorte que les femmes vont aller vers d'autres milieux plutôt que le milieu pour lequel ils ont été formés. On l'a vu, revoir aussi les processus de travail. Donc, ça peut être, on l'a vu dans le cas des inspections, on l'a vu dans le cas, je n'ai pas parlé, mais dans les centres de détention, on a tout revu la façon dont on en intervenait. Avant, on rentrait dans la cellule, puis bang, 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 puis ça passait par là. Puis là, aujourd'hui, les gens se sont dit, je ne sais pas si nous, on pense que l'arrivée des femmes, ça a fait un changement parce qu'ils se sont dit, les femmes sont moins fortes, donc ils ne sont pas capables de se battre. Ils ne sont pas peut-être partis de ce constat-là, mais en tout cas, le niveau de violence, le niveau d'intervention et de violence a beaucoup diminué depuis les 20 dernières années avec la progression des femmes en disant, regarde, on a des outils maintenant, on va dialoguer, les détenus ont des droits, tu sais, on va... Je ne dis pas qu'il ne se fait plus rien à ce niveau-là là, de force, mais gros changement au niveau... oui, on a eu des femmes, mais en revoyant le processus d'intervention, dans ce milieu-là, maintenant, les hommes et les femmes font exactement la même chose. Il n'y a pas de... Moi, je pensais, tu sais, ils vont envoyer la femme dialoguer, puis après ça, le gars finir la job, là. Non. Ils disent, les femmes sont encore meilleures, vous dialoguer, mais finalement, il y a un couple de gars qui sont bons aussi. Tu sais, ça fait que là, finalement, ça s'équilibre, puis c'est pas, on fait 3 hommes, 3 femmes, c'est des fois, puis ils nous l'ont dit, des fois, il y a des équipes, c'est juste des femmes sur le terrain. Puis pas des petites prisons, là, tu sais, une grosse prison, là, où il y a beaucoup de travail et tout ça. Puis ça marche. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est les fouilles à nu, puis ça, c'est un enjeu, je pense qu'il faudrait qu'ils regardent, là, parce que ça devient irritant, évidemment, là. Mais ils n'ont pas beaucoup de ressources dans ces milieux-là, donc ils n'ont pas tellement le temps de revoir des pratiques. Ça demanderait beaucoup d'investissement, puis on nous a dit que... Donc, variété, enrichissement des tâches. Réflexion sur les approches clients. Je pense que ça, c'est intéressant. On l'a vu dans le droit. On l'a vu en médecine aussi. On essaie plus de travailler en groupe de médecins, justement, pour une personne, un client, là, ça fait que si la personne n'est plus là, bien, on perd le client, puis là, la personne revient, a perdu son client, puis... même chose pour les dentistes et tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on pense voir. Puis, similarité des tâches. Je pense que ça, c'est la clé. On le voit là, avec les femmes policières. Il y a des femmes policières, puis il y a des hommes policiers. Puis, ils ne sont pas perçus de la même façon. Puis, ils ne font pas les mêmes affaires. Puis, d'après moi, c'est un des obstacles qui fait qu'on n'a pas de progression. On a stagné les femmes policières à 30 %. Il y a une baisse à l'École nationale de police au niveau des inscriptions. Puis, il n'y a pas de femmes d'impôt de ça. D'après moi, il y a un problème. Puis, on ne peut pas dire, puis les policiers qui sont venus participer à notre rencontre, ils regardaient les agents de service correctionnel, ils disaient, bien là, si vous avez fait ça avec les détenus, nous autres, on se ressemble, me semble qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait... Tu sais, ça, c'est intéressant aussi parce que le sentiment de je ne peux rien faire parce que moi, je suis unique et qu'on l'a vu souvent, ça. Tu sais, moi, je suis unique dans mon affaire, c'est parce que vous ne comprenez pas. Moi, c'est vraiment... Mais c'est drôle parce que c'est une organisation qui est très similaire à toi, de changer. Ah, non, ça, tu sais, alors, c'est sûr, si on compare les médecins avec les policiers, c'est peut-être un peu boiteux, mais si on regarde ces métiers-là, cette semaine, je suis avec les pompiers-pompières là, de Montréal, donc eux aussi veulent faire une réflexion, mais c'est ces exemples-là que je leur donne. Puis ça les déstabilise un peu parce qu'ils se disent, hey, dans le fond, c'est les mêmes types de métiers. Les conditions de travail, donc vous l'avez vu, revoir avoir des bonnes conditions de travail, c'est vrai que tout le monde veut un bon salaire, puis tout le monde veut, mais ça fait une différence aussi, pas juste ça, mais dans l'ensemble. C'est en plus, tu sais, tu es bien recruté, tu es bien formé, les processus de travail sont adéquats, puis en plus, tu as des bonnes conditions. C'est une accumulation de choses qui vont faire que tu vas rester ou tu vas quitter ton emploi. Donc, l'horaire de travail, des mesures équitables de mobilité, on en a parlé. Toute la conciliation vie personnelle, ça, c'est majeur aussi. C'est encore un thème... mais c'est un élément aussi. J'ai entendu des gens qui disent la conciliation, ça regarde les familles. Non, ça ne regarde pas chez les familles. C'est conciliation dans l'organisation. Comment toi, tu peux, parce que tu peux bien t'organiser au niveau de ta famille. Si tu arrives dans ton organisation puis que
tu es bloqué au niveau de tout ce que tu fais parce que tu as moins de disponibilité ou que tu veux faire les choses autrement. Ben, donc, voir des politiques, des mécanismes, des services d'appui aussi. Alors ça c'est une réflexion qui va au-delà de mon projet, là, au niveau de système de garderie, tout ça, mais il y a encore des choses à faire là. Et quelque chose de très important aussi, climat de travail, culture, moi j'appelle ça égalité, diversité, là. Tous les mécanismes de communication, le discours des gestionnaires. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, on a changé à partir du moment où on a changé notre langage. Hey, le sacrage, là, puis il y a des gens qui disent, mais là, si tu n'as pas le choix, si tu ne sacres pas, tu n'es pas dans la game, moi, mais on peut-tu changer la game? Tu sais, je veux dire, c'est comme. Parce qu'il y a des gens qui, ça leur tente plus de travailler comme ça. Tu sais, dans un milieu très, c'est ça, tu sais, très masculin, très. Puis c'est pas parce que les hommes, ils veulent plus sacrer, c'est que c'est comme ça a été comme ça. C'est un mécanisme de défense. Hein, souvent, quand un travail est très difficile, ben, on développe ce genre de mécanisme de défense-là, puis ça en est un. Mais là, comme on est en train de changer le travail, on peut peut-être changer aussi nos façons. Donc, revoir le climat, du harcèlement, il y en a encore beaucoup dans le milieu de travail. C'est pas tellement, tu sais, on parle beaucoup là, du harcèlement, du mouvement MeToo, tout ça, mais dans les organisations, qu'est-ce qui est fait pour soutenir les personnes? Actuellement, pas beaucoup de choses. On a une politique, mais il y a bien des gens qui se disent j'ose pas trop aller parce que je sais que même s'il y a une politique, et puis j'ai assisté à une présentation d'une organisation à Montréal qui soutient les victimes d'harcèlement sexuel au travail, puis elle me disait que 95% des gens qui portent plainte ne retourneront jamais dans leur milieu. Fait que ça veut dire qu'il y a de la job à faire pour les organisations. C'est pas normal que tu portes plainte puis que c'est toi qui payes pour. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là. Bon, tous les réseaux aussi, la mixité, puis de part et d'autre, hommes, femmes, d'avoir des discussions là-dessus. C'est quand même des changements majeurs au niveau que les femmes sont plus nombreuses et tout ça. Donc, finalement, l'accompagnement individuel, je pense qu'on travaille sur le climat, mais il faut aussi travailler sur l'accompagnement individuel des personnes. Donc, ça commence à la formation, mais ça continue tout le temps dans l'organisation. Puis ça, ben, on voit là, avec les. Tu sais, on a moins de budget, on a moins, on coupe beaucoup. Ben là, on a comme plus d'argent pour la formation continue, pour. Tu sais, on a vu que même dans les endroits où ça va bien, là, il y a un travail à faire. Là. C'est comme si on prenait pour acquis que tout marche, puis que là, on n'a plus besoin de réinvestir, alors qu'on sait qu'une carrière, ben, ça demande du développement, puis on n'est pas toujours au même point. Donc, toute la question de la santé et du stress au travail. On a des milieux, tu sais, policiers, agents de service correctionnel, hein, c'est stressant. Avocats aussi, médecins, c'est des milieux, tu sais, il y a du stress, il y a des situations difficiles, puis il ne faut pas penser que ça se règle tout seul, puis que, oublie ça, là, demain, va te coucher, puis demain, ça va être réglé. Tu sais, on entendait ça, tu sais, mon premier pendu, là, dans la cellule, tu sais, je ne savais pas trop, là, je suis arrivée chez nous, puis je n'étais pas bien avec ça, tu sais, puis là, ça prend du support, tu sais. Je veux dire, nous autres, on ne fait pas ça tous les jours. Moi, j'entendais ça, puis je me couchais le soir, je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'ils se sentent, tu sais. C'est ça, là, c'est pas des situations qu'on vit tous les jours. Puis si on n'a pas des mécanismes pour nous soutenir là-dedans, à un moment donné, là, psychologiquement, là, c'est extrêmement difficile, puis on décroche, comme on dit. Donc ça fait partie de nos milieux de travail, puis je pense que. Et finalement, les postes de décision, ben, comme par hasard, à la fin, je trouve, ça vient comme quand on a complété ça. Donc, il y a des enjeux, puis il y a des choses à faire au niveau de coaching, à avoir des. On parle beaucoup de mentorat, mais mentorat dans ce contexte-là, où dire, ben, dans mon organisation, j'ai ciblé des gens, je veux qu'ils deviennent gestionnaires, puis on va vous amener là, puis on va vous soutenir, puis on va vous coacher, puis on va mettre des processus qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir appliquer, puis avoir des bonnes règles. Tout ça, ça fait une bonne différence. Donc ça, c'est une espèce de démarche qui est c'est un work in progress, je dirais. Mais c'est intéressant parce que ça montre ça montre que ça sur quoi travailler, puis en même temps, ça montre que c'est complexe. Que dans le sens que quand quelqu'un me dit, ben, on peut-tu faire quelque chose dans une année ou deux, puis travailler sur une petite affaire? Ben oui, tu peux, mais ça va donner un résultat qui est là. Puis pour les organisations, ça peut être intéressant de dire, OK, ben moi, au niveau du recrutement, ça va bien. Au niveau de mes processus, c'est peut-être au niveau de mes conditions de travail qu'il faut que je travaille. Donc, c'est une espèce d'outil diagnostique aussi qui peut servir à la fois pour les chercheurs et les organisations. Donc, je vais finir sur la diffusion des résultats. Donc, j'ai parti un blog l'année passée. J'ai un petit peu ralenti cet été, mais je vais m'y remettre. Alors, il y a des articles sur chacune de nos professions. Il y a le rapport final. On est en train de faire un collectif avec mes collègues. Ça, c'est sûr, je vais les talonner jusqu'à la fin pour avoir tous les textes. On a un contrat de signé au pull. Moi, je veux que ça sorte, parce que c'est le fun, le rapport du FRQC, mais
ça prend un ouvrage, surtout quand on va ailleurs, là, dans d'autres pays, ils nous disent hey, avez-vous publié quelque chose là-dessus? On veut lire là-dessus. Donc, ça, c'est sûr. On a fait beaucoup de conférences professionnelles et scientifiques. Il y a des milieux qui nous appellent pour dire hey, venez parler de ça chez nous. Vraiment intéressant. Et les articles scientifiques aussi qu'on fait du côté du professeur. Et suite au projet, je vais terminer là-dessus. On est en train de faire un sondage du barreau du Québec, avec le Québec parce que quand on a commencé le projet de recherche, on voulait faire un questionnaire, une enquête qualitative et un questionnaire quantitatif. On s'est rendu compte à un moment donné, on a dit qu'est-ce qu'on va aller chercher au point de vue quantitatif là, avec un petit questionnaire à choix de réponse de plus qu'on a là. Par contre, le barreau, il avait accroché là-dessus, il n'arrêtait pas de nous dire faites-vous un questionnaire, faites-vous un questionnaire. On disait non, à un moment donné, j'ai dit c'est quoi vous voulez comme questionnaire? Et on dit nous autres, on aimerait faire un questionnaire sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel. Puis on avait entendu beaucoup, en tout cas, c'est un sujet qui était ressorti. Puis ça, c'est pas le genre d'affaire tu parles en focus group. Tu sais, ça te tente plus ou moins. On s'est rendu compte que les entrevues individuelles, les gens parlent, ça ressortait. Fait qu'on s'est dit, alors un questionnaire comme ça. Donc là, on a envoyé, il y a 2 semaines, un questionnaire à 20, je ne savais pas ça, mais il y a 27 000 personnes qui sont membres du barreau au Québec, hommes-femmes. Et alors, le barreau a envoyé ça à tous ses membres, communiqué de presse et tout ça. Donc, on est vraiment contents. On est parti d'un questionnaire. C'est Isabelle Auclair qui a beaucoup travaillé là-dessus, ma collègue. On est parti du projet de recherche Azimu qui était fait pour les universités. Puis, on l'a adapté, puis on regarde, il y a des questions sur les pratiques organisationnelles. Donc, c'est une chose de dire, j'ai été victime d'harcèlement, mais qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme organisation pour me soutenir davantage? Donc, ça, c'est une partie qu'on veut vraiment regarder. J'ai fait une demande de subvention avec mes collègues. Ça, c'est vraiment fun parce qu'il y en a qui sont là présentement. Donc là, à faire ça, les gens me disaient hey, ben moi, j'aimerais ça, les femmes en politique, j'aimerais ça avec vous autres. J'ai les femmes, j'ai plus ingénieurs avec Ève. Ensuite, les pompiers, pompières, là, les gens du collège Montmorency disaient hey, on veut venir travailler avec vous autres. C'est le fun. Puis, donc là, j'ai élargi la famille. On est rendu 17 profs. On a fait une demande de subvention pour équipe en émergence, qui est un peu la suite du projet. Donc, on a appelé ça équipe égalité. Mais toutes les lettres équité, genre analyse, on a nos mots-clés derrière. Donc, ça, on verra, c'est un concours. Mais je pense que juste d'avoir fait l'exercice de se regrouper, on veut poursuivre nos actions dans les domaines existants puis élargir à d'autres domaines. Je pense que on a d'autres projets aussi, là, en tout cas, on verra comment ça va s'orienter. Projet de recherche dans d'autres secteurs, donc vous l'avez vu, je travaille avec les organisations sportives. On a un projet similaire aussi en développement international, action humanitaire, parce que c'est un de mes champs d'action aussi. Donc, on a eu un CRSH, on s'en va sur le terrain là-dessus l'année prochaine, donc c'est pour voir un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Et avec les pompiers, les services d'incendie, là, on a commencé avant d'avoir l'argent, mais je trouve trop intéressant, donc je vais aller les accompagner là-dessus. Et on essaie aussi de faire, on a fait un partenariat, je le mentionne, parce qu'avec l'Association française des managers de la diversité, donc moi j'ai fait mon AEA, j'ai passé beaucoup de temps en France l'année passée, puis ils trouvent ça bien intéressant. Puis eux, ils ont dit, avez-vous ça au Québec? C'est un regroupement d'organisations qui investissent dans une association pour partager les bonnes pratiques en matière d'égalité, diversité religieuse, diversité. Parce qu'une des choses que je n'ai pas dites, c'est que quand on fait ces démarches-là au niveau de l'égalité, on s'est rendu compte que ça favorise la diversité aussi. Dans les cas qu'on a, qui ont bien fonctionné, là, on voit une plus grande diversité aussi. C'est frappant parce que le fait d'avoir, tu sais, pour des gens qui arrivent ici, qui ne sont pas dans notre milieu, qui ne sont pas dans la culture ici, d'avoir des bons processus, d'avoir des bonnes conditions de travail, c'est très facilitant aussi. Donc, il y a vraiment un lien à faire avec ça. Et puis là, je vais aller présenter les résultats de recherche là, à Paris en décembre. Donc, et là, moi, mon intention, ce serait de créer un peu un genre d'association comme ça. Ici, je trouve que c'est vraiment porteur d'avoir des organisations qui discutent ensemble avec des chercheurs. On va beaucoup plus loin que chacun de notre côté. Donc, ça, c'est un projet qu'on a. Puis aussi, on essaie de... Moi, je me suis rendu compte, souvent, je rencontre des gens qui me disent « Bon, mais là, on fait quoi, là, tu sais? » Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, puis on a parlé des choses, puis il y a des changements qui sont vraiment plus profonds que vous nous proposez, tout ça. Fait qu'on est en train de développer un parcours de développement et d'apprentissage en égalité et en diversité dans les organisations. C'est pas une affaire d'une heure, là. Les gens me disent « Aimerais-tu parler de ça une heure? » Oui, je vais y aller, mais tu sais, quand on parle de changement de comportement, quand on parle de, tu sais, il y a une réflexion qui doit se faire. Donc là, on est en train de penser à un parcours qui serait où les gens, au niveau de l'organisation, une partie d'un groupe, qu'on pourrait suivre ça de façon individuelle parce qu'il y a bien des concepts aussi qu'on ne maîtrise pas, puis c'est normal.
Tu sais, l'équité en emploi, là, c'est pas simple, là. Tu sais, comment on fait pour recruter des gens, tu sais, ouvrir notre recrutement, puis avoir un recrutement diversifié. Donc, expliquer des choses, puis après ça, permettre aux gens de discuter ensemble pour que dans l'organisation, ils soient en mesure de faire leur propre diagnostic, puis leur propre cheminement. Parce qu'il n'y a pas une bonne recette. Il y a des choses qu'on peut décoder, dire, ah, ça a fonctionné là, puis ça peut... Mais chaque organisation, chaque milieu a leur propre, a toujours leur spécificité. Donc ça, on voudrait amener les gens à travailler. Donc on est en train de travailler sur ça aussi. Là. On a eu un petit financement pour le faire. Je pense que ça finit. Donc voilà, merci beaucoup. Ça c'était trop long? Non, ça va très Hey, bien. on a vu ça. Merci beaucoup. Alors, on voit quand même plusieurs... ben, c'est un grand chantier, n'est-ce pas? C'est l'histoire. Alors, il s'agit à chacun de trouver les petites cases où vous voulez amorcer le travail si ce n'est déjà commencé. Je passerai peut-être tout de suite à la période de questions. Est-ce qu'on peut commencer en alternance avec les personnes en web et ici dans la salle? Oui, on a une première question de Catherine Alix qui se porte plus précisément sur la profession d'avocat. Elle demande, est-ce que les avocats rencontrés pratiquaient dans quel type d'organisation? Cabinet privé, grand cabinet, plus petit cabinet, entreprise? Je vais faire une réponse, après ça, je vais peut-être interpeller mes collègues. Allez-y. Ah, ben oui, j'ai mon micro. Ben oui. Ben, c'était surtout dans les entreprises privées. Parce qu'on a commencé à regarder les entreprises dans le secteur public, les avocats dans le secteur public, puis on s'est rendu compte que c'est pas là qu'on aurait du travail à faire. Donc, on a surtout ciblé les grands cabinets d'avocats au Québec. Veux-tu compléter, Marie? Ah, peut-être juste dire oui, on s'est vraiment concentré sur les cabinets privés, mais on a essayé d'avoir une certaine diversité au niveau des domaines de pratique, de la taille des cabinets, Québec, Montréal et régions. Alors, pour essayer d'avoir un portrait complet, mais c'est sûr que la problématique qu'on a illustrée est vraiment au niveau des cabinets privés, bien davantage que dans les entreprises ou au gouvernement. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Attendez un instant, je vais vous... Pour que tout le monde puisse vous entendre. En fait, OK. En fait, les métiers qui ont été ciblés, en fait, c'est des métiers qui demandent une formation collégiale universitaire et qui sont quand même regroupés dans des corps de métiers qui sont normalement dans des entreprises assez organisées. Je travaille au ministère de l'Éducation, je fais la promotion de tous les métiers, je suis coordonnatrice du concours Chapeau les filles, son volet Excel Sciences, et je pense à toutes mes participantes à la formation professionnelle qui, elles, ont le défi également, qui vont avoir le défi d'être sur le marché du travail parce que là, ils nous disent toutes dans leur réponse, ça va super bien avec les gars, je suis comme leur sœur, ça va bien. Et là, moi, je me dis, oh là là, transition au marché du travail. Et cet aspect-là, puis souvent, bon, ils vont aller peut-être dans des entreprises moins grosses, des petites PME moins organisées où il n'y a pas de structure de ressources humaines, il n'y a pas d'aide. Donc, j'aurais peut-être, dans un monde idéal, dans le futur, que cet aspect-là de métier provenant de la formation professionnelle et dans des plus petites entreprises, que le même travail aurait pu être fait ou sondé parce que je pense qu'il y a aussi un énorme défi là. Oui, là oui, puis je pense que les choses les obstacles sont similaires, tout ça. C'est sûr que nous, on a regardé un peu le côté plus technicien, technicienne et tout ça. Puis, mais la formation professionnelle, je pense que les femmes qui s'en vont là vont rencontrer les mêmes défis. J'ai une collègue qui a travaillé beaucoup là-dessus en France, puis elle a publié un livre, puis elle a vraiment regardé justement, là, puis c'était le même genre d'obstacle. Ce qu'elle a constaté, par contre, c'est que les hommes qui s'en vont dans des métiers traditionnellement féminins, ça va super bien en général. C'est des chouchous, ils sont dodichés, puis... tu sais, là, je disais, là, il y a le premier homme sage-femme, là, en tout cas. Ah, là, lui, il va être un héros, là, tu sais, c'est correct aussi, là, mais tu sais, on dirait qu'on a... Fait que oui, ça serait super intéressant d'aller plus dans ce milieu-là. Puis je pense qu'il y a des pistes qui pourraient nous guider aussi. Puis je pense que s'il y a quelque chose, c'est peut-être encore plus difficile. Parce que, tu sais, les femmes ingénieures nous disaient, ben moi, j'arrive sur un chantier, je suis ingénieure, je suis la chef de je sais pas quoi, là. Fait que je suis comme, je suis comme, tu sais, mais la personne qui arrive pour travailler, qui n'a pas de, tu sais, qui a pas de pouvoir, qui n'a pas de titre, qui n'a pas de statut, c'est beaucoup plus difficile pour elle. Puis, tu sais, il est conscient. La même chose des inspectrices. Ils disaient, moi, j'arrive, là, j'ai la loi derrière moi. Tu sais, puis ça me donne confiance, tout ça.
Mais j'en vois des gens qui n'ont pas ça, là, qui arrivent là, avec, tu sais, qui ont fait leur petit parcours, là, puis, tu sais, puis là, eux autres, c'est vraiment plus difficile. Fait qu'effectivement, on peut penser que s'il y a quelque chose là aussi. Oui, ben, vous comprenez que vous suscitez de l'intérêt. Alors, tout le monde veut savoir si vous avez couvert d'une façon ou d'une autre certains secteurs. Alors, on a une question sur les pilotes d'avion. Est-ce que vous avez Ah déjà oui. investigué ce secteur-là? Et la seconde question sur les femmes dans le secteur des TIC, de l'informatique. L'informatique, ma collègue Hélène Gosselin a travaillé un petit peu, mais ça, c'est spécial parce que il y a beaucoup de gens qui nous disent la nouvelle génération, là, ils vont être vraiment égalitaires eux autres. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu attends à travailler là-dessus, tu t'aperçois que. Puis là, je me disais, OK, mais regardons les technologies de l'information. S'il n'y a pas un milieu où c'est des nouvelles générations, c'est tous des jeunes là-dedans, puis c'est des milieux de travail dynamiques, puis innovants, puis ça. Même chose, pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Donc, sensiblement, ma collègue Hélène Gosselin a travaillé là-dessus avec des collègues à l'université, puis sensiblement les mêmes difficultés. Toute la question en informatique, hein, ça marche par projet. Et là, ce que les gens nous disent, les femmes nous disent, c'est que là, il faut que je fasse des gros projets. Tu sais, avant d'avoir un enfant, de commencer ma famille, là, il faut que je fasse des gros projets, il faut que je travaille fort. Tu sais, c'est un peu la même. Quand on parle de performance à tout prix, on est un peu dans le même genre. Puis là, d'avion, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Puis j'ai vu ça l'autre fois à la télévision. On essayait Mais encore là, ça sera un milieu super intéressant. C'est ça, c'est à l'infini ce qu'on peut regarder. Je pense qu'il y a des choses similaires. Probablement qu'il y a quelque chose à voir avec les horaires de travail. Parce que là, c'est pas une question de force. Moi, il y a des gens qui me disent, ben, les pompières, là, ils jouent là-dessus beaucoup, là. Hey, les filles sont moins fortes. Puis quand tu es dans un feu, il faut que tu sois capable de te tenir. Moi, je ne savais pas ça, mais il faut que tu sois capable de te tenir là, au plafond si le plancher s'écroule en dessous de toi. Puis les femmes sont pas capables de faire ça, donc ne peuvent pas être pompières. Tu sais, c'est leur argument. Mais là, j'en dis, mais combien de fois que c'est arrivé dans toute votre vie de pompier, là, que tu sais, le plancher s'est écoulé contre vous? Fait que eux autres, la force, là, c'est vraiment un enjeu. Mais pilote d'avion, pas la force, là. C'est quand même. L'éthique non plus. Tu sais, tu étais assis là dans ta chaise, tout ça, tu sais. Il y avait quelqu'un de Via Rail qui avait dit pour les trains, en tout cas, je ne sais pas si c'est bon pour les avions, mais il avait dit que le PDG de Via Rail avait dit que lui, quand il avait changé les horaires de travail, c'est drôle, mais il y avait plein de femmes qui avaient intégré l'organisation de progresser parce que partir une semaine ou deux, là, ça ne t'intéresse plus, puis les femmes quittaient leur famille. Alors, il avait changé ça, puis il s'est aperçu qu'avec les nouvelles horaires de travail où les gens avaient à quitter moins longtemps leur famille, ça avait fonctionné. Donc, il y aura probablement des pistes là aussi à regarder sur la répartition de ça, là. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une... Oui, j'arrive. Alors, on a une question dans la salle. On va retourner en web diffusion par la suite. Annie Morin du Centre de recherche industrielle du Québec. On travaille sur une initiative avec Manufacturiers et exportateurs du Québec pour augmenter le nombre de femmes dans le secteur manufacturier, souvent en PME et tout ça. Et il y a comme une discussion parce qu'on a recruté des ambassadrices pour essayer de diffuser le message, passer plus. On est au début là, de notre action. Puis il y a comme une discussion sur le fait que est-ce que le mentorat, le réseautage, les discussions sur la problématique, ça doit se faire entre femmes principalement ou ça doit inclure les hommes obligatoirement? Il y a comme là deux écoles de pensée. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui est le plus porteur? En fait, je pense que ça prend les deux. Moi, ce que j'ai entendu, ça prend les deux. Juste des réseaux de femmes, à un moment donné, on pense que. Moi, j'ai toujours dit l'égalité, elle va se faire avec tout le monde, les hommes, les femmes. Donc, je pense que ça prend les deux. Par contre, les gens nous disent, on aime ça, nous autres, être en filles une fois de temps en temps, ben super. Tu sais, puis là, les filles nous disent, hey, là, les gars, là, ils nous disent, comment ça se fait que moi, je t'exclus de votre activité de fille? Ben, c'est parce que tu en as des activités de gars, toi aussi. Tu sais, alors là, il y a une espèce de dialogue comme ça qui se fait. Mais je pense que ça prend les deux. Puis, tu sais, ça va pas besoin d'être un mentor femme avec une femme, puis un mentor, tu sais, je pense que c'est d'autres critères aussi qui jouent, là. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté de ce que les gens m'ont dit. Puis, moi, je pense qu'il ne faut pas restreindre les modèles. Tu sais, il ne faut pas dire, ah ben ça se fait, ça se fait pas. Je pense qu'il faut favoriser le plus. Fait que si quelqu'un est à l'aise à réseauter entre femmes, ben, qu'elle commence comme ça. Ça allait mieux réseauter. Il y en a des filles qui disent, moi, là, je ne vais pas aux affaires de filles. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui se mettent un peu
en porte-à-faux avec ça parce qu'ils se disent, ah, ben, tu sais, moi, je l'ai fait ma place, puis pas eu besoin de mentorat féminin pour faire ça. Tu sais, c'est un peu ça qu'on entend. Ah, ben, si toi, tu es à l'aise dans des réseaux de groupe, vas-y, là. Je veux dire, moi, j'ai pas de. Mais c'est d'offrir plusieurs possibilités aux gens. C'est ça que j'essaie de décoder dans ce que les gens nous disent, c'est que si tu as possibilité d'avoir plusieurs réseaux, plusieurs types de mentors, plusieurs types d'activités, bien là, tu vas aller rejoindre beaucoup plus de personnes. Si je peux me permettre, il y a aussi la question de l'âge auquel on commence à sensibiliser les filles, soit par exemple à étudier en sciences ou justement à joindre un secteur où il y a moins de femmes. Est-ce qu'il y a un âge charnière, un moment où est-ce qu'on peut dire que ça passe ou ça casse? Bien, moi, je n'ai pas étudié cette dimension-là en particulier, mais ça commence jeune, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup le lien avec le milieu de l'éducation. Moi, je suis convaincue qu'il y a un chantier là, des stéréotypes dans les écoles. Tu sais, je vous arrivais avec mon exemple de sport, puis j'en entends plein de choses comme ça, là. Les filles sont meilleures en ci, les filles sont plus... On entend ça, là, puis ça, là, ça part jeune. Puis je pense que les gens... Tu sais que les filles sont moins bonnes en sciences. Là. On entend ça dans les écoles. Puis, non, mais je veux dire, tu sais, oui, mais il y en a encore qui vont arriver, qui vont dire, ben ils n'en vont pas là-dedans parce que le prof, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les professeurs femmes seraient moins à l'aise à enseigner les sciences, donc les filles se voient s'identifier à ces professeurs-là, puis fait que ça, ben, ça, c'est une théorie, je ne dis pas que c'est ça, là, mais c'est ce que ma collègue nous parlait, là. Donc, ils veulent, tu sais, mais ça se dit encore jeune, là, alors que c'est pas vrai, là. Je veux dire, je pense que les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais le sport, c'est un très bon exemple, là. Les filles, ils n'ont pas le goût de faire de sport, c'est les gars. On entend encore ça beaucoup. Fait que ça commence jeune, je pense, ces stéréotypes-là. Moi, je suis tannée d'entendre que les femmes n'ont pas confiance en elles. Je suis tu sais. C'est parce qu'ils croient ça à un moment donné. Qui a dit que les femmes. Tu sais, pourquoi qu'on dit ça? Non, mais c'est vrai, parce que qui a décidé ça? Tu sais, j'entends ça des fois de des grandes gestionnaires, là, de grandes organisations. Je me dis, toi, tu as l'air d'avoir confiance en toi. Tu sais. Tu sais, c'est comme si on perpétuait des gens. Puis là, à force de. Moi, je dis, c'est pas vrai que les femmes n'ont pas confiance en ça, mais ils se le font assez dire qu'ils croient. Tu sais, ils vont le croire parce que puis ça commence jeune, je pense. Tu sais, donc, c'est ça. Mais c'est sûr qu'à chaque étape, tu sais, il y a les femmes jeunes, après ça, quand tu rentres à l'école, puis après ça, quand tu rentres dans ton milieu du travail, c'est toutes des étapes où s'il n'y a pas des choses qui sont faites, ben ça fait qu'on va prendre d'autres chemins. Là. On va aller vers d'autres choses. Merci. On a une question ici en ligne d'une dame qui vous dit, parmi les participants à l'étude, vous nous faites beaucoup part du récit de celles qui sont en poste, qui ont persévéré. Est-ce que vous avez réussi à avoir des participants à l'étude qui ont quitté leur métier? Ça a été plus difficile parce que c'est les trouver. Et les gens, là, sont même pas capables de nous dire qui est là. Tu sais, ils ont de la misère à nous dire, mettons, on a 40 de femmes dans notre personnel. Puis là, on leur demandait, c'est quoi votre taux de rétention? Il y en a combien qui ont quitté dans les dernières années? Ça peut nous le dire. Fait que de là, identifier les gens, tu sais, c'était encore plus difficile. Fait qu'on en a pas... Mais on en a eu quand même un peu qui ont participé à des groupes là, qui avaient quitté le milieu, justement, qui avaient diversifié leurs choix puis qui sont venus participer à nos activités. Donc, on avait des gens qui étaient vraiment dans leur carrière. Il y en avait d'autres qui étaient comme sur le bord de laisser tomber ou qui avaient comme perdu leurs illusions. Là. Je pense à certaines policières, entre autres, qu'on a rencontrées. Et puis, il y en a d'autres qui avaient vraiment quitté. Fait qu'il y en avait quand même un petit peu là, dans notre échantillon de recherche, je dirais, dans tous les secteurs. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui. Bonjour, Maria-Alaine Demers, je suis à la CNESST, secteur équité salariale. Je me demandais si vous pensez que les changements doivent ou peuvent toujours survenir au niveau vraiment de l'organisation ou bien s'ils doivent pas plutôt être au niveau sectoriel, voire étatique, même des fois. Si dans votre schéma, vous avez le cadre légal, à quel point c'est ça joue aussi. Je pense que c'est un ensemble de tout ça. Il y a des choses qu'on peut faire à l'organisation, puis c'est sûr que s'il y a des politiques, s'il y a des... Ça aide, c'est sûr, s'il y a des directives. Dans mon cas, j'en ai pas parlé, mais il y a toutes les associations professionnelles. On le sait, chez les médecins, ça joue beaucoup. Là. Moi, je me suis amusée quand il y a eu la grosse augmentation qui a été donnée aux médecins spécialistes. Là. Il y a des, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des médecins qui ont fait une pétition comme de quoi ils renonçaient. Donc, moi, je me suis amusée avec mon petit œil
Combien de femmes? C'était presque toutes des femmes qui avaient signé. C'était fascinant, là, j'aurais dû le compter, là, mais je dirais le 3/4, c'est des femmes. C'est pas parce qu'elles veulent pas, c'est pas vrai qu'elles veulent pas faire d'argent, mais elles veulent gagner moins, là, c'est pas ça. Mais ce que les gens nous disent, c'est que les femmes disaient, nous autres, c'est pas de l'argent, plus qu'on veut, c'est du soutien. C'est du soutien organisationnel, c'est du soutien de notre ordre professionnel, c'est du soutien de. Fait que je pense que ça prend un peu de tout, là, pour. Mais juste, tu sais, des fois, tu sais, le fameux débat pour ou contre les quotas, là, Mathis, parce que oui, c'est intéressant un quota, mais si tu fais juste ça, c'est pas dit qu'après un certain temps, ça va perdurer dans l'organisation. Je pense que c'est un élément super important, mais je pense qu'il faut faire d'autres actions pour que le quota soit vraiment, on l'a vu, là, vraiment porteur à long terme. On parle beaucoup de quotas en politique, puis moi, je pense que oui, c'est un bon levier, mais si on ne change pas la vie des députés, je m'excuse, là, mais c'est vraiment toute qu'une vie, puis on en a eu des TDT, puis il n'y a pas de congé paternité, pas de congé. Tu sais, ça commence là, à l'Assemblée nationale, les congés de maternité. Il n'y avait pas de politique contre le harcèlement en 2016-2017. Fait que si on ne change pas ces affaires-là, on a beau avoir un quota, ils vont y aller, il va y en avoir des femmes qui vont rentrer, mais est-ce qu'elles vont rester? C'est une autre histoire. Donc, il y a un travail à faire là aussi, je pense, au niveau des conditions organisationnelles pour faire en sorte que les gens vont y aller, mais ils vont pouvoir rester aussi. Puis les hommes aussi, là, avec leur famille et tout. Merci. On a une autre question en ligne, peut-être une dernière. Donc, dans votre recherche, c'est une question de Angèle Bouffard. Donc, dans votre recherche, vous avez 7 étapes pour engager les organisations en vue d'augmenter la présence des femmes. Auparavant, vous avez fait de la recherche sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Alors, si vous transférez votre méthodologie, si vous aviez à prioriser 3 étapes parmi celles que vous avez présentées, lesquelles ce seraient? Dans le schéma, là, ça dépend des secteurs, ça dépend c'est sûr que l'harmonisation vie privée, c'est vraiment au cœur. Toute la question du climat de travail, je pense que ça, c'est super important aussi. Je dirais les processus aussi. Si on veut avoir des gens, on parle de conseil d'administration, si on veut en nommer des gens des conseils d'administration, on cherche des gens qui ont de l'expérience de gestion. Bien, si on veut avoir de l'expérience de gestion du côté des femmes, bien, il faut les faire cheminer dans l'organisation. Il faut qu'elles restent. Merci. Alors, ça amorce déjà en ligne une tentative de faire diffuser les bonnes pratiques. Il y a Geneviève Dubon qui nous dit que pour la sensibilisation précoce, elle vous invite à aller voir les avis du Conseil du statut de la femme sur l'égalité entre les sexes en milieu scolaire et celui des femmes en construction, la mixité en chantier. Ils ont fait une étude de milieu politique aussi. C'est super intéressant. Puis les CA, tu sais, il faut arrêter. Moi, je ne comprends pas qu'on focus juste là-dessus. Je me dis, c'est peut-être plus facile de nommer 3 femmes au CA que d'en faire progrès, de passer de 15% à 40% de femmes. Puis je me dis, tu sais, c'est ça. On a mis beaucoup l'accent là-dessus, peut-être parce que c'est plus visible, puis c'est plus. Puis ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, c'est très important, mais c'est tu sais, c'est la pointe de l'iceberg. Quand on regarde l'iceberg, il n'est pas aussi. Il n'est pas aussi démonstratif de ce qu'on voit dans les conseils d'administration. Puis encore là, les conseils d'administration, ça évolue pas vite. Là. Je fais des travaux avec mon collègue Jean Bédard là-dessus. Justement, on a fait un rapport pour le secrétariat à la condition féminine, puis c'est 20% de femmes sur les CA au Québec, puis on avance un petit pourcentage à chaque année. Pourtant, il y a tellement de démarches qui ont été faites. Le gouvernement a fait une propre loi pour se dire de nommer des femmes. C'est quelque chose, là, puis on n'avance pas plus vite que ça. Donc, aussi, il y a du travail à faire, je pense. Sauf autorisation de l'animatrice, je me permets la dernière question. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que dans la salle ici, on a 3 hommes, donc qui ont participé activement au projet de recherche et que parmi l'ensemble des participants, j'ai à l'œil 2... On a 4, on a notre monsieur. Oui, avec monsieur qui fait le son. Merci. J'ai 2 participants sur la quarantaine que j'ai vu passer. On a l'impression de prêcher à des gens déjà convaincus en quelque part. C'est quoi comment vous entendez surmonter ce défi-là? Puis là, peut-être que la question s'adresse à l'ensemble des preneurs de relais, parce qu'à partir de maintenant, la balle revient dans le camp des gens qui doivent faire vivre ces résultats-là. Alors, comment on fait pour dépasser les publics de convertis et aller interpeller les gens qui se sentent peut-être pas naturellement interpellés par cette question-là? Parce que la question de l'égalité entre les sexes, visiblement,
ça crée une attention auprès du sexe féminin. C'est vrai. C'est un peu pour ça que, en tout cas, notre approche, nous, on a essayé vraiment, en prenant l'approche organisationnelle, je pense qu'on ouvre beaucoup le débat plutôt que de dire on va juste travailler avec des femmes qui veulent faire carrière, là. Nous, on insiste pour avoir des gestionnaires, on insiste pour avoir des hommes. Moi, maintenant, là, je ne fais plus de recherche sans rencontrer les hommes comme les femmes pour avoir les deux points de vue, puis ça les met dans le, tu sais, ça les met dans le processus aussi, parce que, tu sais, là, c'est pas pauvres hommes, là, il y en a qui me disent, ah, arrête de... Mais, tu sais, ils n'ont pas l'occasion non plus d'exprimer toujours ce qu'ils vivent aussi, puis on en a rencontré, là, qui disaient, moi, là, voici comment je me positionne par rapport à ça, voici ce que j'ai le goût de dire, puis des fois, comment je me sens, puis comment on peut, tu sais, c'est intéressant aussi, parce que ça fait partie, tu sais, je pense que c'est des deux côtés, là. C'est pas juste de dire, bon, ben là, tassez-vous, puis il y a des femmes, tu sais, qui arrivent. Non, non, tu sais, je pense qu'il faut intégrer ça, puis la seule façon de le faire, c'est en se parlant tout le monde dans l'organisation. Fait que moi, c'est ça, j'essaie d'aller dans des milieux, là. Cette semaine, j'ai une réunion avec les services d'incendie. Il y a autant d'hommes, évidemment, que de femmes, parce que c'est un milieu masculin. Et c'est d'aller, si on y va avec, en tout cas, l'équipe de gestion, c'est sûr qu'on est mixte. Puis d'avoir nos méthodes de recherche qui nous permettent de parler à pas juste les femmes, pas juste les convaincus. Je pense que ça, c'est un. Puis l'approche aussi, je pense, de dire que finalement, ce qu'on fait, c'est que ça profite à tout le monde. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. Les gens se sentent interpellés. Quand on parle de diversité aussi, ça interpelle les gens en disant, ouais, ben là, c'est plus juste les femmes, là, c'est d'autres types de personnes aussi. Donc, en tout cas, moi, je suis contente de votre question aussi parce que, oui, on disait les réseaux de filles, oui, j'ai mes réseaux d'études féministes avec qui, tu sais, ça fait 20 ans qu'on se dit les mêmes affaires, puis tout ça. Moi, j'ai le goût de sortir de ça. Je vais pareil, puis j'aime ça être avec ces personnes-là, mais j'ai le goût d'être avec des gens de d'autres milieux c'est ça, qui vont partager ça, puis qui vont, tu sais, qui vont nous donner différents points de vue. En tout cas, je pense qu'avec notre équipe, c'est pas mal ce qu'on a réussi à faire. Puis on a déjà des gars dans l'équipe, on a grandi, puis comme je regarde Antoine qui a participé beaucoup. Donc, c'est ça. Puis peut-être à M. Beauchamp qui a participé comme homme à la recherche. Je ne sais pas si vous aviez, peut-être on pourrait vous laisser. Non, mais en tout cas, je pense qu'il représente bien un peu l'implication organisationnelle qu'on a eue vraiment dans le projet. En fait, c'est ça, je ne veux pas avoir la prétention d'avoir le mot de la fin, mais je pense que comme organisation, il faut se préoccuper des êtres humains. Quand on part de là, après ça, les perspectives, ils sont différentes. On l'aborde pour s'occuper de chacune des personnes qui fait partie de l'organisation. Donc, il va y avoir un appariement avec les besoins. On comprend que l'organisation va toujours avoir ses besoins. Mais par ailleurs, c'est la perspective qui permet de rendre toutes les décisions ou de faire cheminer tous les projets plus facilement, c'est un grand terme encore, hein, et plus aisément. En tout cas, nous, on se donne comme mission de se préoccuper des individus, des personnes qui sont dans l'organisation. Puis avec cette perspective-là, ce n'est pas un projet féminin, ce n'est pas un projet masculin, ce n'est pas un projet d'égalité, ce n'est pas un projet de diversité. Il y a une perspective qui se place ailleurs, puis à date, on réussit pas trop mal à faire cheminer, encore une fois, les projets sous cet angle-là, parce que je l'ai déjà dit à une conférence où j'avais participé avec Sophie, puis Anne-Marie, puis Antoine à Lac-Face. En fait, je dis souvent que les femmes ont le courage de battre la trail parce que les gars en arrière, souvent et de plus en plus rapidement, après une avancée des femmes, les gars le demandent. On parle du congé de paternité maintenant dans le bureau d'avocat, pas le congé de naissance, là, pas les premiers 5 jours, là, le congé parental partagé. Là. Donc là, il y a des demandes qui arrivent maintenant. C'est avec ça qu'il faut construire, parce que si les gars se placent en arrière de la file, pas trop loin, ben, tous les projets finissent par avancer. Donc c'est un peu comme ça que moi je le vois. Là-dessus, on a aussi des modèles de familles qui ont beaucoup évolué. Donc, les demandes ne viennent pas toujours de congés de paternité ou de maternité. Donc, j'imagine que de ce côté-là, ça va aussi ouvrir des nouvelles questions, si ce n'est déjà, ça a déjà été apporté par les... Oui, j'espère, parce que ce que les femmes vivent avec le congé de maternité, oui, on offre des congés de paternité, mais les hommes vivent un peu les mêmes choses que les femmes, des fois, en se sentant comme plus pareil dans leur carrière, puis
se font dire, ah ben, ouais, c'est spécial, hein, t'occuper de tes enfants, de ta carrière, qu'est-ce que t'en as comme un peu de côté. On entend ça. Il y a des hommes qui nous ont dit ça aussi. Fait que c'est pas parce que c'est les mêmes situations. Puis c'est ce genre de, tu sais, on n'a pas dit le mot, mais tu sais, toute la culture organisationnelle autour, quand tu te fais dire ça, que tu sois homme, femme, paternité, maternité, ça joue sur ton attitude, ton comportement, ta motivation. Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi. Voilà, ben écoutez, merci infiniment. Merci aux personnes dans la salle et aussi aux gens en web diffusion. Je vais quand même donner la parole à ma collègue Fanny Eugène. Un mot de la fin. Fanny, donc, est au Fonds Nature Technologie. Je te cède le micro. Donc, j'aurais un petit peu eu envie de laisser le mot de la fin à M. Beauchesne parce que c'est assez inspirant. Mais j'aimerais remercier d'abord les partenaires, le secrétariat de la condition féminine, le FRQSC, et un gros merci à l'équipe. Franchement, Sophie s'est entourée d'une équipe d'une qualité exceptionnelle, puis dans des domaines très, très différents qui ont su travailler avec une belle synergie. Je suis là depuis 3 ans presque sur le comité de suivi et à chaque fois, c'est un de mes bonheurs. C'est des discussions extrêmement intéressantes, puis on voit que vous avez travaillé sincèrement ensemble. Puis je dirais que c'est une des grandes forces de ce projet-là. C'est l'aspect transversal qui fait que même si vos domaines respectifs n'ont pas été touchés par le projet spécifiquement, il y a des choses qui s'appliquent, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être prises dans différents domaines. J'ai remarqué c'est sûr que moi, dans la nature technologie, j'écoutais beaucoup chercheurs en sciences et génie, mais j'ai vu des parallèles que je ne connaissais pas. Par exemple, la progression de carrière basée sur les arts facturales qui sont très similaires à la course aux publications pour les chercheurs, les chercheuses, pas juste en sciences et génie. Puis on voit que ça a un impact sur la progression. Aussi la mobilité internationale. Donc, dans une période où, donc Sophie disait que, bon, les médecins, dans une période où la famille commence, on a besoin de bouger pour les spécialisations. C'est un peu la même chose pour les stagiaires postdoctoraux, stagiaires postdoctorales qui doivent s'en aller. Depuis quelques années, aux Trois Fonds, nous, on finance les déplacements de la famille des stagiaires postdoctoraux pour ça. Donc, des petites choses comme ça qu'on entend dans d'autres domaines dont on peut s'inspirer. Je trouve que c'est vraiment une des grandes forces de votre programme. Puis, je pense que c'est important. L'activité de transfert, le but, c'est que les résultats soient pris par les différentes organisations et ramenés dans vos différents secteurs. Donc, je vous encourage fortement à la maison, dans vos bureaux, partout, à continuer à échanger les bonnes pratiques entre organisations, mais aussi entre secteurs. Donc, continuer la discussion. Puis, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est on a toujours fait ça comme ça. Donc, remettre en question les « on a toujours fait ça comme ça » qui font qu'on se fie beaucoup sur les stratégies individuelles. On veut que les femmes changent pour rentrer dans le moule. Mais quand on remet en question on a toujours fait ça comme ça, on peut changer la structure puis la rendre plus inclusive. Puis ça bénéficie pas juste aux femmes, aux hommes aussi. Ça augmente, ça améliore le climat. Donc, je vous invite fortement à poursuivre. Merci. Donc, petit élément technique, pour ramasser les discussions, utiliser la vidéo, la captation vidéo qui va être en ligne de demain. Et donc, ça peut être utile pour organiser des petits groupes de discussion dans vos organisations. Voilà, alors ça met fin à notre rencontre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tout le monde.